Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 12 mai 2025. Nous sommes au surlendemain de l'extraordinaire Montpellier PSG de la 33e journée de Ligue 1. Alors, c'était pas le match du siècle, mais on va quand même revenir un petit peu dessus. Ensuite, on parlera vite fait des trophées UNFP, parce que tous les ans on revient un peu dessus. Il y a eu Razzia parisienne, dictature même, j'ai envie de dire, pratiquement. Donc on va un peu commenter tout ça, parce qu'il y a quand même, c'est intéressant de parler de la Ligue 1 en général, et puis on est quelques-uns en tout cas à la suivre assidûment et à l'aimer. Et ensuite, on finira par PSG Inter, parce que comme on avait fait le dernier podcast, c'était le débrief de PSG Arsenal, et on avait dit, bah, on va pas débriefer PSG Inter à 1h du matin, enfin, en tout cas annoncer un peu le pouls de la finale, et on va en reparler prochainement, effectivement, dans les prochaines semaines. Mais on va quand même l'évoquer rapidement ce soir, puisqu'on a un peu le temps. On est 4, normalement, Mathieu est là. Bonsoir Mathieu, fidèle au poste. Salut à tous. Alors, faut savoir que Mathieu ne pouvait pas, puis finalement il pouvait. Je fais évidemment Montpellier PSG, tu ne vas pas rater un match pareil, Mathieu. Donc, Est-ce que tu parlais de moi quand tu as présenté les personnes qui regardaient la Ligue 1? pas vraiment. Je compte pas trop sur toi pour les trophées UNFP. Je sais que Blaise regarde, évidemment. Blaise, le dimanche, 17h, il est devant le multi, lui. Hein. Toi, je sais que non. Hein. Évidemment, évidemment, et bonsoir à tous. Et Voilà. bien, je suis très heureux de parler de la Ligue 1 et du PSG encore une fois. C'est vrai. Et on me dit effectivement sur le live, bonsoir les amis, finalistes de la Ligue des Champions. Je ne l'ai pas répété parce qu'on va le répéter encore plein de fois, mais nous sommes effectivement finalistes de la Ligue des Champions. Et normalement, Faed est là. Rebonsoir, Faed. Bonjour à tous, bonjour Mathieu, bonjour Blaise et bonjour Allez. le chat. Et Djibril, effectivement, est déjà là pour te soutenir. Ne t'inquiète pas, Faed. Il est en pleine forme. On va attaquer tout de suite sur Montpellier PSG. Donc, pour ceux qui n'ont vraiment rien suivi, je vais vous redonner les buteurs de cette extraordinaire affiche de la 33e journée de Ligue 1. Le Paris Saint-Germain a ouvert le score par Seny Mayelou, c'était la 42e, je crois, ou 40e. C'est ça, 44e, voyez-vous. Ensuite, doublé, non pas doublé. Deuxième but parisien par Ramos à la 49e sur une passe décisive d'Ibrahim Mbaye. 3-0 Ramos sur penalty à la 59e provoqué par Désiré Doué. Réduction du score de Tanguy Koulibaly, l'ancien du centre de formation du PSG qui avait notamment été formé et façonné par Mota, à la 64e. Et enfin, dans la minute, Gonzalo Ramos, 65e, passe décisive d'Arnao Tenas, qui clôt le score avec ce 4-1 assez logique vu l'écart entre les deux équipes. Comme j'expliquais tout à l'heure à mes compères du soir, on va faire juste un pouls du match et après on va mélanger analyse individuelle, analyse collective. On va pas faire 1h45 sur Montpellier PSG. Donc, en vitesse, je vais faire le pouls du match. Daryl n'est pas là, on l'embrasse. C'était pas le match du siècle. La première mi-temps est même assez pénible à regarder. La deuxième, ça s'anime un petit peu. Il y a des buts des deux côtés. Mais, bon. On va dire que ça se voyait que c'était un match de la mi-mai, que Montpellier ne joue plus rien, que, comment dirais-je, le PSG, les titulaires, ou en tout cas ceux qui avaient des ambitions sportives, ont du mal à se motiver pour ce genre de rencontre. Donc c'était un peu mou, un peu faiblard. Ça a un petit peu accéléré à certains moments, mais bon, il n'y a jamais eu non plus une envie, une niaque extraordinaire dans cette rencontre. Et bon, on nous dit visiblement un goal average pour 1 sur 1 pour tennis en Ligue 1. J'ai rien compris, je suis désolé le live là. Lille très déçu, non mais voilà. Globalement, les titulaires qui étaient là avaient pas très envie de jouer. Les jeunes avaient du mal à jouer parce que c'était compliqué face à une équipe agressive qui défendait très bas. Et donc, bah, écoutez, ça s'est fini comme ça, quoi. Donc, bon, je sais pas. Globalement, le pouls du match, on a gagné. Il fallait pas se blesser. Visiblement, on n'a pas de blessés. Tenas, ok, d'accord. Il parlait de Tenas. 1 GA sur 1 pour Tenas en Ligue 1. Effectivement, très belle performance d'Arnao Tenas, mais bon, c'était pratiquement le seul intérêt du match. D'ailleurs. Mathieu, je te laisse compléter ce pouls du match où j'ai pas beaucoup parlé de football, mais c'est vrai qu'on n'en a pas énormément vu ce samedi soir. À toi l'honneur. Bon, Mathieu a visiblement rien à dire. Non, vas-y Blaise si tu veux, tiens. Ouais, non, mais moi, j'avoue que je vais prendre la suite, mais je vais encore une fois pas forcément parler football. Il y a eu bien évidemment une supériorité parisienne qui est suffisamment logique pour ne pas être accentuée à travers nos mots, malgré une composition d'équipe qui
encore une fois été alternative avec, tu le disais, Arnao Tenas qui a joué un rôle. Je pense que le rôle principal qu'il a eu dans cette partie, c'est d'être titulaire pour être champion de France aussi. Je caricature à peine parce qu'il a montré des qualités au pied qu'on connaît, qu'on a vu, et j'ai envie de dire que il est en Ligue 1, il est sur 2 passes décisives, il me semble. Parce qu'il y avait celle, je sais plus il C'est a ça. rejoué entre temps, mais il y avait celle contre Toulouse l'année dernière pour Mbappé, pour son dernier but au PSG. Donc Arnao Tenas a continué sur des statistiques offensives très bonnes, a pour une fois fait des arrêts, parce que je vais moi aussi C'est pas pas si courant. forcément pas forcément respecter le pouls du match, mais oui, on est dans une fin de saison où Luis Enrique a répété que il y avait un plan vis-à-vis du temps de jeu. Et on l'a même vu puisque les échos disent que Ousmane Dembélé a voulu s'entraîner et a voulu participer, mais qu'il a été forcé d'être mis au repos. Donc il y a pas forcément d'enseignement à tirer sur le jeu, mais il y a malgré tout des choses toujours qui sont positives, comme l'intégration de Mayoulou. Et vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'on est à une journée de la fin. Et on a parlé de lui dès le mois de septembre, où je me rappelle de débats où on se questionnait sur son poste, notamment pas par rapport à ses qualités, mais par rapport à sa faculté à résister au duel. Aujourd'hui, ben, on le voit 7, 8 mois plus tard évoluer à un autre niveau avec une confiance et des performances différentes. On a vu Axel Tapé et Camara qui est rentré lui. On a vu encore ces jeunes-là avec peut-être des volontés différentes. Pour Camara, le faire connaître le monde professionnel, lui montrer qu'il a aussi les capacités de jouer à ce niveau-là. Et puis pour taper, peut-être une volonté du staff de lui montrer qu'il peut exister au PSG, en jouant en plus pour une première fois sur la seconde partie du match au milieu de terrain. Et puis on a aussi vu, ben, tu le disais, ah non, pardon, excusez-moi, c'était avant le podcast pour Gonzalo Ramos, c'est des buts, c'est important, c'est bien pour la confiance. Tu notais, notamment à travers la statistique que tu nous avais apporté, un déficit en Ligue 1 de moins 7 buts, il me semble, sur les expected goals. C'est Donc ça. ouais, c'est bien de le voir scorer, et de le voir scorer en plus un joli but, notamment sur quelque chose qui ne ressemble pas tellement au jeu du PSG. Mais au-delà de ça, ouais, il n'y avait pas forcément de grands enseignements dans un match contre le dernier de Ligue 1 qui mérite vraiment d'être un dernier de Ligue 1. Et Ah ouais. on l'avait déjà aperçu après le 6-1 du match aller. On s'en est peut-être encore plus rendu compte au 4-1 du match retour. Pour information, Gonzalo Ramos a sévèrement rattrapé son retard, puisque de 7 buts de différence, il n'a plus que 5,46 d'écart entre ses 10 marqués et ses 15,46 attendus. Donc, on va en reparler après. Bon, Blaise m'a saccagé le programme, il est parti dans tous les sens. Mathieu, est-ce que tu veux poulser, toi, ou pas? Non, mais je vais pas Saccage, rajouter vas-y. beaucoup de choses par rapport. Non, je vais pas rajouter beaucoup de choses par rapport à ce que vous avez dit. Globalement, on avait seulement deux joueurs qui étaient à nouveau titulaires suite au match face à Arsenal, à savoir Barcola et Doué. Le reste tourné avec une large place faite aux jeunes, certains joueurs qui n'avaient même pas fait le déplacement, qui étaient carrément en repos pour une semaine quasiment complète, puisqu'ils reprennent l'entraînement mercredi. Avec deux autres joueurs qui avaient fait le déplacement, à savoir Guevara et João Neves. Ils sont même pas rentrés en jeu au final. Le scénario n'appelait pas à leur entrée en jeu, donc on n'a pas eu besoin pour eux de chausser les crampons d'enfiler le short. Donc globalement, c'est un match géré correctement qui sert à faire en sorte que les jeunes prennent un peu d'expérience, à se rodent un peu sur le terrain, emmagasiner aussi quelques minutes au plus haut niveau professionnel. Mine de rien, c'est pas négligeable et anodin quand tu as 17, 18, 19 ans et que tu débutes. Donc voilà, au-delà de ça, c'est difficile vraiment de tirer des conclusions. Je pense que le club n'en tire évidemment pas. Je me baserai sur les propos de Luis Enrique en conférence de presse quand il dit, je pense textuellement, on a un plan bien établi d'ici la finale de la Ligue des Champions. C'était la première étape de ce plan et qui passait par beaucoup de récupération et des joueurs qui allaient un peu au frigo et qui vont rentrer mercredi
pour les 3 derniers matchs de la saison, avec, on espère, une montée en puissance d'ici la finale. Donc voilà, il y a une sorte de mini-préparation qui s'enclenche. C'est 3 semaines et demie si on lance le compte à rebours depuis mercredi dernier. Et voilà, donc c'est maintenant une situation qui est à gérer pour le staff, qui est pas nouvelle pour eux, puisqu'ils ont connu quasiment la même situation jour pour jour avec le Barça il y a 10 ans. Le Barça avait été champion à la 37e journée. La 38e, ils avaient fait largement tourner. Ils avaient eu une finale de Coupe du Roi la semaine d'après et la finale avec des champions encore une semaine ensuite. Et ils avaient très bien géré leur affaire en réussissant leur triplé. Donc la situation n'est pas nouvelle pour Luis Enrique. Et c'est à lui de trouver le bon équilibre entre régénération mentale, psychologique, dont lui-même a bénéficié puisqu'il a fait un petit tour à Barcelone ce week-end. Et aussi préparation et mise en jambe pour la finale, puisqu'il ne faut pas non plus on va dire que le repos se traduise par un relâchement et une perte complète de rythme et de tension compétitive. Donc c'est le juste équilibre qu'ils vont devoir trouver sur les prochains matchs. Et la première étape, c'était ce week-end face à Montpellier, avec donc une large part en fait, laissée au repos. Très bien. Mathieu nous a fait un double pouls lui aussi, on est bien. On va attaquer la partie ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé. On me dit sur live, Lucho, il connaissait Zoumana, bien sûr. Zoumana, il était encore à la tête de U19 l'an dernier, si je me trompe pas. Ou j'ai une année de décalage, j'ai un doute là d'un coup. Ah non, non, il l'était. Ah, c'est bien Il ça. gagne le championnat. Ah bah oui, c'est ça, oui. Merci Fed, merci d'être là. Bah tiens, puisque tu es là, Fed, qu'est-ce que tu as aimé ou ne pas aimé sur ce match de samedi soir, que ça soit collectivement, individuellement? Tu choisis, vas-y. Je vais peut-être commencer par ce qu'il y avait d'intéressant, j'ai trouvé collectivement. Vas-y. J'ai bien aimé les longues séquences en fait en 3-4-3 un peu en losange, avec Doué à la pointe de losange, la pointe haute et Warren à la pointe basse, où par moment il y avait un carré avec en bas Lee et Warren et plus haut Désiré Doué et Seny Mayulu, pardon. J'ai bien aimé parce que déjà ça nous permettait d'avoir fait de supériorité numérique au milieu de terrain sans forcément avoir besoin de décrochage. Qui peut-être, c'est qu'une interprétation, vous me direz ce que vous en pensez, d'une solution à moyen terme ou même court terme sur quand on a un 9, comment avoir cette supériorité numérique sur le terrain. Et C'est marrant, excuse-moi, je te coupe. Tu lis vraiment le. Justement, je voulais en parler de ce système tactique. Toi, tu le lis à la présence de Ramos, en fait, c'est ça? bah, j'ai essayé de comprendre pourquoi, parce qu'on le voit de plus en plus, il me semble, si mes yeux me disent pas de bêtises, et mon cerveau aussi, mais on l'avait déjà vu où, en cours de match, on passait de plus en plus en 3-4-3. Et tout à l'heure, je me demandais pourquoi, en fait, et c'est peut-être par rapport à Ramos. Après, c'est qu'une interprétation, vous me direz ce que vous en pensez. Parce qu'on sait que Ramos, c'est pas vraiment le meilleur joueur pour décrocher, pour bonifier les ballons, pour apporter cette supériorité numérique et surtout ensuite pour faire les courses à haute intensité dans la surface pour être disponible une fois que le décalage est créé. Donc je me suis dit, c'est peut-être ça, mais après, peut-être je suis à côté de la plaque, hein. Non, mais c'est vrai que. En fait, je me suis demandé, en voyant le système, on me dit c'est pas pour préparer l'Inter. Ça. Je sais pas, parce que on aligne des joueurs tellement différents ce week-end. Je veux bien après votre avis, Mathieu, notamment tout ça. Est-ce que c'est juste qu'en fait, Montpellier propose tellement pas grand-chose qu'on n'a même pas besoin de faire changer le latéral de poste, en fait, tout simplement? Ou est-ce que c'est vraiment un travail? Oui, Mathieu, tu veux intervenir? Je vois que t'arrêtes pas d'ouvrir à éteindre le micro. Non, j'attendais que tu finisses ta phrase. Je le lis surtout comme ça, en fait. Je pense pas qu'on soit sur un système si différent que ça. Après, c'est sûr qu'on avait tellement de ballons et le match se passait tellement dans la demi-terrain, dans la moitié de terrain Montpellier-Rennes que forcément tu retrouves le système qu'on a habituellement quand le PSG a la balle. C'est-à-dire que Hakimi se joue en milieu de terrain et tu as ce carré ou ce losange en fonction des phases, avec une grande liberté aussi laissée à Doué. Peut-être que c'était ça qui changeait d'ailleurs plus par rapport au match précédent. D'habitude, de Doué quand même sur le trio offensif, avec la liberté pour repiquer. Là, il était vraiment euh, quand on a les troncs libres, si on veut.
depuis une position plus axiale, sur le papier depuis une position même parmi les trois milieux de terrain. Donc voilà, je pense que c'est la différence vient de là. Mais après, il y a quand même quelques surprises ou quelques changements par rapport aux options qui étaient celles de Luis Enrique il y a de cela quelques semaines vis-à-vis de certains joueurs, notamment avec Zaïre Emery, qui n'a pas occupé ce poste d'arrière droit ou d'arrière latéral, on a même vu parfois à gauche, qu'il avait pu occuper sur certains matchs. Là, il était vraiment point de basse, mais qui a l'air de plutôt un rôle qui a l'air de plutôt lui convenir. Je reviens à ce que tu disais, Philo, dans tes pensées rapides, et je pense qu'il y en avait une qui était dédiée cette zone et ce rôle alloué à Zaïre Emery, et je pense que ça lui correspond plutôt bien parce que ça met en lumière ses qualités physiques aussi, et ça lui met aussi, enfin, ça lui facilite la tâche avec le ballon parce que comme ça, il a vraiment le jeu face à lui, et il se retrouve pas dans des espaces trop comprimés, pas devoir prendre des décisions vraiment rapides, et parfois ça peut un peu lui coûter et l'entraîner à faire des passes en retrait ou latérales un peu inoffensives. Donc là, au moins, il a la vision du terrain vraiment devant lui, et ça lui permet de mettre en lumière aussi sa qualité de longue passe. Donc Ah on oui. l'a vu 2-3 fois sur le match avant-hier. Donc voilà, je le lis un peu comme ça. Après, je pense pas qu'on soit sur des renversements sur le plan tactique à ce stade de la saison. Même si, évidemment, en fonction des joueurs que tu alignes, tu as toujours des nuances et des changements. Ouais, bah tiens, c'est marrant, c'est que tu parles de Warren, moi je voulais en parler aussi, c'est que bah, je trouve il lui donne un rôle axial avec une partie du terrain très large à couvrir, de la responsabilité à la relance, des responsabilités aussi sur tout ce qui est transition défensive. Et j'aime bien les matchs que fait Warren dans ce système-là, en fait. À Strasbourg, j'avais comme ça. Alors, est-ce qu'on peut parler de sentinelle vu la façon dont comment dire, dont il l'occupe, je sais pas. Mais je trouve que c'est intéressant. Il y a de la présence défensive, il y a de la construction. Euh, de par la saison qu'il a pu faire jusque-là, où il y a beaucoup de manque de confiance, de trous, des difficultés à s'exprimer balle au pied, je trouve que ça lui permet de retrouver de la continuité dans son jeu, dans ce qu'il sait faire de bien. En 2 semaines, on l'a vu faire de tête 4 ou 5 ouvertures en profondeur, que ce soit pied gauche ou pied droit. Je crois qu'en relayeur droit, il n'en a pas fait une de la saison, par exemple. Donc c'est bien, ça veut dire qu'il y a des choses. Il les a, il sait les faire, ces passes-là. On parle quand même d'un international qui a des matchs références en Ligue des Champions, tout ça, évidemment qu'il sait faire ce genre de passe. Et ça me fait plaisir de le voir comme ça un peu redevenir le joueur important qu'il a pu être et qu'il peut redevenir. On me dit sur live, il reprend plaisir, je pense que c'est ça, ouais. Même si c'est pas des matchs extraordinaires, il est titulaire, il est capitaine. L'équipe, même à Strasbourg, elle a pas du tout été ridicule, elle a plutôt bien tourné. Et c'est bien, faut pas oublier que notre saison, elle s'arrête pas le 31 mai à Munich. On a encore la Coupe du Monde des clubs après, où certains joueurs vont être en difficulté. Warren, il est très bien au courant que si N'Golo Kanté s'était pas blessé au mois de mars, il partait pas en équipe de France, il retournait en espoir, ou il n'était pas appelé, enfin on verra, mais en tout cas il n'était pas avec Léa. Il sait qu'il doit se bouger, et je trouve que ça commence un peu à reprendre le bon chemin, donc très content. Oui, Fayed, j'ai vu que tu voulais intervenir pendant que je parlais de Warren, je t'en prie. Non, non, c'était juste pour. Ouais, je voulais essayer de parler des ouvertures qu'il a eu sur son jeu plus direct. Il y en a une notamment en première mi-temps pour Mbaye, qui est très belle, je trouve. Et même le volume de jeu qu'il a pour couvrir tout le terrain. J'ai regardé vite fait ses stats, je crois qu'il est à 8 duels gagnés sur 11. Défensivement, c'est énorme. Il a 4-5 interceptions, un truc comme ça. Ouais, là, ça fait plaisir de le retrouver dans un rôle beaucoup plus, peut-être, en adéquation pardon, avec ses qualités. Ses qualités pour couvrir le terrain, son volume de jeu, l'impact qu'il peut mettre. Et le pied qu'il a, parce qu'on l'oublie souvent, mais c'est un joueur qui a un pied, comme tu as dit, parce que c'est un international, il a des références et tout, on le savait, mais je pense que pour lui et même pour l'opinion populaire, ça lui fait du bien ce genre de match où il reprend un peu confiance. Et parce que ça va être un joueur qui peut être important dans quelques semaines, Ah mais je pense. ouais, je suis bien d'accord avec toi. Mm. Tiens, une remarque sur live, on nous dit la période de pic de performance de l'équipe coïncide avec la blessure de Warren. Est-ce que vous pensez qu'on aurait ce parcours avec Zaire Emery titulaire début 2025 euh,
je peux pas totalement l'exclure. Faut pas oublier que quand il rentre contre City, il fait une demi-heure monstrueuse. À Stuttgart, il est dans l'équipe, le PSG est excellent. Dans les matchs où on n'avait pas de bol de début de saison, enfin je pense les Atlético, PSG, tout ça, il fait pas des mauvais matchs. Hein. J'ai revu des grosses séquences d'Arsenal PSG en octobre. Excuse-moi Mathieu, je t'ai coupé. Mm. C'est le meilleur Parisien hein, pratiquement à Arsenal en octobre. Hein. Donc voilà, c'est beaucoup plus global que lui. Oui, pardon Mathieu, vas-y, fini. Non, pardon, vas-y, Non, Philo. mais je disais que c'est juste, Après. on peut pas dire tu changes un mec, on enlève un, ça va pas tout changer. Le PSG qui marche sur l'autre début 2025, c'est aussi le PSG où Ousmane Dembélé met quoi, 30 buts ou 25 buts en 20 matchs ou en 15 matchs quoi. Donc que Warren soit là ou pas là, ça dépendait aussi d'autres joueurs que lui quoi. C'est plus un contexte global, je pense, voilà, tout simplement. Et puis, tu peux même dire que la bonne période du PSG, elle commence pas en janvier ou février, hein, elle commence début décembre. Mm. La série, elle commence vraiment à ce moment-là. Et je pense que ça transcende un peu les rôles qui ont été attribués aux uns aux autres, puisque quand Paris commence sa série, Dembélé n'est même pas encore fixé numéro 9 à ce moment-là. Il y a encore des matchs où il joue à droite, par exemple. Et je, Donc voilà, je pense que ça dépasse un peu ça. Évidemment que Fabien Ruiz a eu un rôle prépondérant sur la série du PSG. Ça ne s'agit pas de le nier. Il a justement gagné sa place sur la deuxième partie de saison. Après, comment l'équipe aurait évolué si Zaïre Emery ne s'était pas blessé, ça, c'est de l'Uchronie. Hein. On peut pas vraiment le dire après coup. En tout cas, c'est intéressant de voir les essais que fait ou semble faire Luis Enrique sous le poste de numéro 6 en l'absence de Vitinha, puisque face au Havre, c'était Likanguin qui avait joué devant la défense. ah, Ça c'était le traduit quand Havre, même ouais. le fait qu'il n'y a pas de... Pardon? Je croyais que c'était Angers, mais t'as raison, c'était le Havre. Ouais, ouais. Ou Angers peut-être, je ne sais plus. Ouais, C'est l'un des deux matchs. une équipe que tu regardes pas souvent quoi. Angers qui, à ma grande surprise, était encore en Ligue 1. Mais non, plus sérieusement, donc ça traduit quand même le fait que qu'en l'absence de Vitinha, tu n'as pas forcément de remplaçant naturel, même si Vitinha n'est pas que sentinelle et se déplace beaucoup. Il y a une forte mobilité des joueurs et au cours d'un match, Neves l'est autant que lui et Ruiz est autant sentinelle que Vitinha également. Mais on va dire qu'il n'y a pas de remplaçant naturel euh, sur ce poste-là parmi parmi l'équipe B, dans l'équipe B. Donc peut-être que ça peut être des tests, ça peut ressembler à Mm. des tests avant de prendre une décision au niveau du mercato aussi. Hein. Par exemple, À savoir, est-ce que tu recrutes pas plutôt un joueur à la base du jeu, on va dire, ou plutôt entre les lignes qui peut être relayeur. on me Ça peut donne, être une idée. on me donne le fameux nom, Ardon Jachari, Matt. Il Et arrive. j'achète, et J'achète. j'achète. J'ai eu des Ah, le nouveau amis. Granit Xhaka, t'achètes. J'ai eu des amis belges ou qui suivent le championnat et qui me disent mais il a rien à faire là-bas. Hein. faut vite le chercher parce qu'il va pas rester longtemps chez nous. D'ailleurs, il y a, enfin vous avez pas vu ça parce que moi j'ai fait un peu des recherches pour ces derniers jours par rapport à cette rumeur et donc c'est Bruges qui dit non mais il est pas à vendre, on veut le garder encore un an. Et il y a un des joueurs de Bruges qui est interrogé à la radio, il fait ah non mais il est plus là l'an prochain. Hein. Tout le monde l'a bien compris qu'il sera pas là l'an prochain. Et là tu sais bon d'accord. Donc toi t'es bon en vente, faut pas te mettre en avant, tais-toi quand on te pose des questions. Mais donc Ardon Jachari, quand tu parles des essais au poste de numéro 6, effectivement, que ce soit League, que ce soit Warren, que ce soit à d'autres moments, on a eu Neves un peu en début de saison. C'est peut-être pas forcément un hasard qu'on fasse des tests sur cette position particulière. Et une autre question, on parle de la complémentarité. Est-ce que Warren a sa place vraiment dans le milieu quand on voit Ruiz L'an dernier, et même jusqu'il n'y a pas longtemps, comme on le rappelle très justement sur le live, il n'y a pas longtemps, le PSG reposait pratiquement sur le trio Hakimi, Dembélé, Warren. Hein. Donc ça peut aller très très vite. Il y a un an, quand il prolonge, tout le monde s'imagine que Warren va être titulaire pour les 10 prochaines années. Bon, bah voilà, faut pas non plus. Lucho apprécie énormément le profil de Warren. Bah, Warren, déjà, c'est un joueur qui court, qui sait compenser, qui sait jouer à plusieurs postes. Alors, ok, il fait peut-être pas du tiki-taka, mais il a des qualités qui correspondent vraiment beaucoup au football de Luis Enrique. Euh, je vous signale que à l'été 2023, Warren est donc un joueur qui est intégré à la rotation, tout ça. Luis Enrique et Campos disent non mais Warren on va lui donner du temps de jeu, il va être titulaire en fait. On va pas aller chercher un autre mec. À l'époque nous on était plutôt des modérés, on était perplexes. Certains ont parlé d'assassinat contre l'équipe. Voilà, une saison c'est long, une carrière c'est encore plus long.
Il faut pas oublier que Warren n'a que 18 ans, peut-être 19 maintenant, plus le temps qu'il a 18 ans. Mais il peut progresser, hein. On parle d'un international, hein, quand même. Oui, Blaise, excuse-moi. Oui, non, mais je voulais déjà, parce que Mathieu en a parlé, et c'est vrai que son positionnement au poste de 6 peut, entre guillemets, interpeller ou en tout cas questionner à ce moment de la saison ou même en vue des caractéristiques du joueur. Et tu commençais à en parler. Après, Fahed en a parlé, toi t'en as parlé, Mathieu en a parlé. Ça reste quand même un joueur avec des qualités techniques qui lui donne déjà sur ce profil-là un rôle intéressant ou en tout cas une position, enfin en tout cas des caractéristiques pardon, qui peuvent le rendre utile dans une équipe de Luis Enrique. Et ce que tu disais là, notamment, c'est que malgré la volonté du staff d'avoir des joueurs, je vais pas dire techniques, mais en capacité de faire des passes et de trouver des angles de passe et de se débrouiller entre guillemets face à une pression adverse, lui a pour le coup, malgré tout, aussi la capacité à beaucoup courir, ce qui est une des caractéristiques de notre équipe. Donc, voir Warren être un joueur qui peut jouer sous Luis Enrique, pour moi, c'est absolument pas une surprise et je vais dans ton sens dans ce cas-là. Après, ouais, je sais pas s'il y a des choses à avoir dans le fait qu'il puisse aujourd'hui être aligné au poste de numéro 6. Je pense qu'il y a malgré tout l'envie de donner au joueur, ou en tout cas de rechercher avec le joueur un poste préférentiel dans ce milieu de terrain du PSG qui, c'est, comme le disait tout à l'heure l'auditeur, qui s'est trouvé lors de son absence. Mais je pense que Warren, oui, peut jouer dans ce milieu de terrain à des positions différentes. Et si la question est sa qualité technique, notamment à la relance, je pense qu'avec la confiance, c'est un joueur qui nous a prouvé, malgré son jeune âge, qu'il pouvait répondre présent dans des contextes différents. Donc, non, c'est bien surtout de le voir évoluer à ce niveau-là, mais pas une surprise que Luis Enrique tente de le mettre dans les meilleures conditions, ou en tout cas de l'aligner le plus possible quand il doit faire tourner, ou en tout cas remplacer un de ses titulaires au milieu. Ouais, on me dit c'est sûr que si on le compare à Pedri, il a un niveau technique passable, mais par rapport au reste du monde, il est chaud patate le petit. Après, tout le monde n'est pas Pedri, hein. Il y a un Pedri sur la planète et c'est tout. Donc bon. On me dit Warren met le but de la gagne en finale, vous l'aurez lu ici en premier. Eh bien écoute, je souhaite que tu aies raison évidemment, mais on verra. Je sais pas s'il va beaucoup jouer en finale en fait, c'est un peu ça qui me fait peur pour lui. Mais dans tous les cas, il est là, il a encore 5 ans de contrat, il est pas du tout question d'un départ, donc bah écoutez, tout va bien. Dans les trucs qui nous ont plu, pas plu, bah moi je vais reparler de Mayulu, même si Blaise en a un peu parlé, ou Stéphane, je sais plus, excusez-moi, je vous confonds. C'est pas du tout méchant, c'est bien. Non, surtout en termes de positionnement, à droite, à gauche, dans le cœur du jeu. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment le plus, c'est j'ai vraiment, enfin, Mayulu aujourd'hui, on le voit comme un relayeur un peu, mais il y a pas longtemps, c'était un ailier droit. L'an dernier, donc avec Camara, c'est devenu un 8, avec ce bon vieux Papus, qui a fait un très beau travail de replacement du joueur et tout ça, et qui l'a bien bien développé. Papus, c'est vraiment un super formateur. Moi, coach, ça me fait mal pour lui de voir dans quel bourbier il allait se mettre, honnêtement. Mais bref, on revient à Seni. Et j'ai vraiment très hâte de le voir en doublure de Hakimi, parce que je pense qu'il a de vraies qualités pour évoluer à ce poste. La capacité notamment à jouer intérieur-extérieur. Je trouve qu'il défend pas mal. Et puis avec ses grandes jambes, ça peut être intéressant pour récupérer des ballons comme ça. Tout. J'avais beaucoup aimé ces dernières demi-heures à Strasbourg, c'est ça, où il avait joué à ce poste. Donc voilà. Après, ce qui est dommage, c'est que ça va l'éloigner de la surface adverse alors qu'il a une super frappe de balle. Mais on peut pas tout avoir et je pense que le PSG ne prendra pas forcément une doublure à Achraf Hakimi l'été prochain. Si sur la fin de saison, Mayulu ou sur l'été, Mayulu arrive à montrer qu'il peut être une solution comme ça. Non, la vitesse, non, il est pas lent non plus Mayulu. Non, vraiment, non, moi ça me, non, en fait, j'ai envie de le voir beaucoup sur le terrain. Et cette année, on a baladé un peu Joao Neves par exemple à plein de postes. Et ben j'ai envie que l'an prochain, on voit Seni Mayulu peut-être à 3, 4, 5 postes, parce qu'il a la polyvalence, il a le talent, il a la technique,
il a l'air d'avoir un peu plus envie qu'à une époque. Je sais plus, je crois que c'était avec toi, Fed, qu'on en avait parlé un jour sur Twitter du fait que sur les matchs un peu faciles, il a tendance à pas se faire Ouais, mal. oui, oui, oui. Et ben, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu trouves que ça va un peu mieux à ce niveau-là, toi aussi, ou pas? Sur les dernières sorties, ouais. Sur les Ouais, dernières sorties, il n'y a pas de débat. Il a vraiment envie, il veut faire mal. Je pense qu'aussi, comme tu en as parlé, c'est pas un milieu de base. Et je pense que après un an complet avec Luis Enrique dans le groupe pro, à faire quelques matchs par-ci par-là, à marquer des beaux buts, parce que la plupart de ses buts ils sont magnifiques, parce que c'est sa qualité première en fait. Sa ça frappe de frappe. balle. Ah ouais. Ouais, en fait, ce que Mayoulou a, c'est qu'il se déplace très bien autour de la surface. Dans le dernier tir, c'est un joueur qui sait se rendre disponible. Et surtout, il arrive à concrétiser ça. Il se rend pas disponible pour se rendre disponible, il se rend disponible pour faire mal, en fait. Et je pense que c'est pour ça qu'il a été placé en 8 par Papus. Et là, on le voit de plus en plus, en fait, réussir à créer, à faire progresser le jeu. Toi, tu parlais de le voir un peu plus piston, parce qu'on l'a vu ces derniers temps. Mais c'est-à-dire, quand il part de plus loin, je trouvais, moi, qu'il avait du mal, qu'il était neutre. Enfin, pas neutre de manière négative, mais c'était peut-être un problème de personnalité ou d'adaptation, pardon, Ouais, de dans repère un peu peut-être. Ouais. à son poste, ouais, voilà, de repère. Mais je trouve qu'en ce moment, il s'améliore et que c'est un genre, ça peut être un genre très, très, très utile dès l'année prochaine. Et je pense que même avec un peu plus de bagages, on l'aurait un peu plus, hein, juste un peu plus, on l'aurait vu être une solution en Ligue des Champions cette saison. Comme pour Liverpool, par exemple. C'est peut-être très utopique ce que je vais dire, mais au match aller, on avait vraiment du mal à attaquer la surface, etc. Et quand je regardais l'effectif, je me suis dit, mais en fait, Mayoulou, avec un peu plus de bagages d'expérience et de minutes en pro, tu peux le foutre contre Liverpool et ça peut être lui la clé du match pour trouver des solutions sur les centres, en retrait, etc. Parce que tu lui mets le ballon dans les pieds, que ce soit pied droit, pied gauche, il peut t'envoyer une mine en une touche, en dessous de la barre, imparable, et ça te qualifie au final. Mais tu sais que ce que tu dis qu'on avait du mal à attaquer autour de la surface, tout ça, alors il l'a pas fait jouer contre Liverpool, mais je me souviens les premiers matchs contre Gérone, contre le PSV, je crois qu'il rentre, contre l'Atlético, il rentre. Ouais, Il a joué un peu des minutes comme ça qui comptent. Alors après, bon, il y avait aussi un côté désespoir, hein. On a sorti ouais, Colomoni c'est ça. du placard pour certaines fins de match, alors qu'on savait très bien qu'il avait plus du tout d'espoir, mais ça peut effectivement se retrouver. Sur Mayulu, tu veux rajouter quelque chose? Non, ou pas? Mathieu, Blaise, vous voulez rajouter quelque chose sur Seni? Bah toi, Blaise, vas-y, je t'en prie. Oui, évidemment, parce que j'aime souvent reprendre la phrase de qu'on prête à Luis Campos, ou en tout cas que Luis Campos aurait dit William Mayulu. C'est un joueur qui, ouais, moi je trouve, je sais pas pour vous, mais en tout cas, parce que tu as parlé d'être une doublure d'Ashraf, ou en tout cas d'occuper un poste côté droit en partant de la ligne arrière. Moi, j'avoue que au début, j'ai ouvert mon micro parce que j'étais, enfin, en tout cas, je sais pas si j'étais en désaccord, mais j'avais jamais pensé à l'installer, on va dire, à ce poste-là en démarrant un match, parce que je lui trouve vraiment des qualités quand il est haut sur le terrain, parce qu'il a une créativité, il a une technicité, et surtout, grâce à son ambidextrie, je trouve il est difficilement lisible pour des défenseurs moyens, et ça fait déjà beaucoup de choses au niveau pro. Donc, je ne sais pas où il pourra évoluer, mais comme toi, et vraiment, je pense que pour clôturer mon intervention sur ce joueur, comme tu l'as dit, j'ai envie de le voir sur le terrain. Après, à quel poste, là, ce sera à ses qualités et au staff de créer une animation pour le mettre en valeur. Ouais, mais tu vois, pour finir sur Seni, après, on va pas non plus s'éterniser, mais c'est vrai que avec sa frappe de balle, j'ai envie de le voir autour de la surface. Mais, excusez-moi, Hakimi, il est autour de la surface en permanence, hein. Il est pas coincé au poste d'arrière droit à regarder de loin les autres s'amuser, hein. Mais au total, cette saison, Seni, il a joué 48 feuilles de match, 26 matchs joués, 4 buts, donc c'est bien, 1014 minutes. On a joué 55 matchs cette saison, ouais, c'est ça. L'an prochain, je veux qu'il soit à 2000-2500 minutes, facile, hein. 2000, Lee, cette année, c'est 2400 minutes. Les 2400 minutes de Lee Kangin, hein, je suis désolé, ouais, ok, c'est cool, il fait du ping-pong, mais je veux les donner à Seni, moi. Alors peut-être que ça va être un peu gâché, il y a des moments où il va faire des mauvais matchs, mais c'est normal, il est jeune. Mais de ce que je vois sur la fin de saison, c'est un joueur qui mérite de jouer. Et qui mérite d'avoir un temps de jeu important. Et il faut exploiter sa polyvalence.
C'est un joueur qui a cette qualité, on va pas s'en priver. Donc non, faut qu'il joue. Alors, faut qu'il soit bon évidemment. S'il est nul, on va pas le faire jouer pour le plaisir. Mais comment ça le ping-pong? Bah attendez, on vous a expliqué il y a pas longtemps l'histoire de Lee Kangin et de Son. C'est bon, on va pas revenir dessus. Yaro, vous avez compté ça de façon incroyable en plus. C'est sûr que Mayulu veut vendre moins de maillots que Lee. Mais bon, Lee il joue à des heures où la Corée est couchée, donc ils ont pas besoin de savoir qu'il joue pas. Hein. Mettez-moi Mayulu, voilà, c'est tout. Il risque de beaucoup jouer à la Coupe du Monde des clubs. Je souhaite effectivement qu'il joue le plus possible parce que c'est une compétition où on va arriver fatigué. Et voilà, bah écoute, qu'ils finissent la saison, allez, peut-être à 1300, 1400 minutes, que l'an prochain ils prennent 2000, 2500 minutes. Voilà. Donc, à voir. Mais vraiment, j'attends de lui encore un palier de franchi l'an prochain et à voir à quel poste. Blaise, Fahd, Mathieu, bon, on en est quand même à 35 minutes, même si c'est vrai qu'on a beaucoup parlé finalement de contextes un peu plus globaux pour Mayulu et Warren. Oui, Blaise, tu veux rajouter un truc qui t'a plu ou pas plu? Non, c'est plus pour dire, reparler, parce qu'on a parlé de Warren qui pourra potentiellement jouer un rôle dans les 2 derniers matchs à enjeu qu'il nous reste. Je voulais aussi parler de Barcola parce que c'est un joueur qui, lui, pour le coup, on peut s'interroger sur sa titularisation. Je ne vais pas parler de la Coupe de France parce que là, pour le coup, il a prouvé qu'il avait le niveau de Ligue 1, mais en Ligue des Champions et qui peut être un choix qui va être fait. Il y a son occasion ratée. C'est vrai que c'est dommage sur la très bonne prise en profondeur et la barre transversale trouvée. Mais comme sur ses dernières apparitions, moi j'ai envie de noter, au-delà de la réussite ou pas qu'il peut avoir sur ses tentatives, je trouve que pour un joueur pardon, dont on a parlé très souvent cette saison et qui, il me semble, et tu me confirmeras parce que c'est vraiment toi qui es l'expert sur ces questions-là, qu'il a joué, en tout cas qu'il a été, que ce soit titulaire ou remplaçant et entrant en jeu sur tous les matchs cette saison. Je Je confirme. trouve il a quand même des jambes. Je trouve qu'il a quand même des jambes et que si on arrive encore une fois, parfois, sur certains moments de match, à le trouver dans la profondeur et avec sur des caractéristiques qui lui vont bien, je trouve que Warren, pardon, Bradley Barcola est un joueur qui, honnêtement, c'est admirable. Et Ousmane Dembélé, pour anticiper peut-être sur la suite, en a parlé, lui, après son trophée de meilleur joueur. Je trouve que c'est un joueur qu'il faut quand même mettre en valeur. Il y a eu des moments de moins bien, ce qui est normal à son âge, avec son expérience et aussi peut-être avec son apparence, parce que parfois il donne l'impression d'être un peu en dilettante. Mais, euh, mais je voulais quand même mettre en valeur sa forme physique et sa capacité à renouveler les efforts et surtout à se régénérer dans une fin de saison pour un joueur qui a été présent de la première journée à la dernière, puisqu'il nous reste un match et peut-être jusqu'à la finale de la Ligue des Champions. Bah, Barcola, 55 matchs cette saison quand même. C'est bon. Et j'ai pas compté l'équipe de France. Avec l'équipe de France, il doit être à 60 ou 61 déjà. Donc c'est absolument monstrueux. Hein. Surtout que c'est des temps de jeu, euh, comment dire, non négligeables. Quoi. Il en est, je crois, à 3600 minutes avec le PSG. Ça commence à tirer 3600 minutes. Sachant que dans le tas, il y a quand même 16 matchs de Ligue des Champions. Puisque le PSG a quand même joué un demi-championnat de Ligue des Champions globalement. Hein. Voilà. Euh, sur Barcola, on a dit un truc. Est-ce que vous voulez rajouter peut-être un mot sur Gonzalo Ramos qui a quand même mis un triplé? Oui, non, quelqu'un. Même si effectivement on a souligné le fait qu'il était remonté un peu dans les expected goals. Personne pour le pistolero. Non, juste le troisième but quand même. Il met on me dit sur la live grosse frappe au troisième. Non, le troisième but est superbe de Gonzalo Ramos. Vraiment, le contrôle est bon, le jeu avec le défenseur est bon, la frappe est superbe, donc bravo à lui parce que je vous avouerai que Kilo, moi, sur son but, j'ai envie de. C'est vrai que la finition, tout ça, c'est beau, mais j'avais envie de dire quelque chose qu'il est peut-être oublié par les joueurs, justement. En fait, quand on met sur un. On joue enfin, les joueurs jouent au football, quand on met le ballon sur le pied du joueur, c'est plus facile. Et je le dis parce que là, c'est une phase très longue, mais même sur les touches, quand on arrive, en fait, arriver à trouver le pied du joueur, ça sera toujours
réduire l'aléatoire. Et au final, Arnao Tenas offre cette possibilité parce que il trouve les pieds du joueur. Il trouve pas la poitrine, il trouve pas la tête, il trouve pas un espace vide, il trouve les pieds du joueur. Et c'est ce qui fait, pour moi, au-delà de la qualité de la frappe du joueur, c'est ça qui fait la différence dans l'action. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire, effectivement. Bah après, moi, il faut qu'on parle d'Arnaud Théas, parce que, enfin, il est gardien de but. Déjà, une passe décisive, c'est rare quand vous êtes gardien. Mais lui, il en fait deux quand même. Enfin, il en fait une et demie parce que Barcola trouve la barre, mais le jeu au pied d'Arnao Tenas, incroyable. Mais il a même fait un arrêt en plus, ce qui est pas toujours sa spécialité. Mais non, vraiment, le dernier but, la précision du jeu au pied, l'enchaînement, contrôle, frappe, absolument superbe. Je vous avouerai que sur le premier but, si le premier but de Ramos, s'il n'y a pas un Montpellierin qui dévie, je me demande un peu s'il y a but. Je sais pas, Blaise, Fed ou Mathieu, si je suis totalement de mauvaise foi ou pas, mais j'ai un petit peu peur au moment de la reprise euh, concernant la frappe. Oui, Fed. Je suis pas si sûr, mais bon, c'est sur une passe d'Ibrahim, on prend. Voilà, c'est un C'est pas peu. grave. Voilà, j'étais là genre oh là 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 là, la reprise est pas très académique, mais écoutez, c'est bon pour la confiance, on prend. Le penalty, pareil, un peu de chance, on prend aussi. Oui, Blaise. Ouais, bon. Ouais. Pardon, Bah, vas-y, moi, Fed. Non, Vas-y, non, Fred. c'est juste le penalty. Pour moi, il n'y a pas penalty, quoi. Bon, ça, je sais pas honnêtement, voilà. Je vous laisse juge, mais bon. Moi, sur son plat du pied, ça revient à ce que j'ai dit beaucoup cette saison. Je trouve que dans les surfaces choisies au moment de frapper, je m'interroge. Je m'interroge très souvent sur les choix de Gonzalo Ramos. Et on avait parlé notamment au match aller contre Arsenal parce que toi, tu avais aimé le pointu, moi un peu moins. Je m'interroge toujours au moment quand il est dans la surface, au moment de choisir la surface de frappe. Donc là bah, à chaque fois, c'est plus vers toi que ça a penché parce que malgré tout, le pointu a été bien joué et là, il a marqué. Mais ouais, j'ai l'impression que il n'est pas toujours très serein ou en tout cas, il n'arrive pas toujours à bien réfléchir pour s'organiser au moment de choisir la surface de frappe pour finir. Ouais, on nous parle sur live de la fameuse vidéo avec Ramos, Navas, Neves et Vitinha. Mathieu, est-ce que tu veux nous commenter la vidéo? C'est Mathieu qui me l'a fait découvrir. Joao, incroyable. La technique de frappe de Ramos, Mathieu, t'es convaincu ou pas trop sur la vidéo? La vidéo est très sympa, mais après, bon, ils sont pas dominables non plus, hein. Non, Ils étaient à Verneuil, voilà, c'était pas non plus non, c'est trop sûr. forcé. Mais on vous la recommande la vidéo juste pour Joao Neves, qui est une sorte de petit frère terriblement attachant, mais terrible. T'as un peu envie de tarter par moment aussi parce que il fait tout très bien et il est très taquin. Non, franchement, la vidéo est très sympa. Je sais plus. En fait, indirectement, c'est pour un équipementier, hein, c'est pour Pro Soccer, je crois, ou je sais pas, peu importe. Mais Et les vannes sont bonnes, hein. Il a un vrai humour, hein. Les vannes sont bonnes. ah, Joao est très très drôle. Les trois sont très naturels, très sympas. En plus, le mec qu'ils ont trouvé, donc c'est un franco-portugais, je pense, parce qu'il parle parfaitement les deux langues, donc vraiment cool. Ouais, un très bon moment à regarder. Ça dure 13 minutes, vous pouvez la trouver. Tiens, bah Mathieu, si tu l'as sous la main, je la mettrai dans le chat, mais en tout cas, c'est assez sympa. Juste, pour finir sur ce Montpellier PSG, parce qu'on a quand même à 43 minutes sur ce match où il s'est pas passé grand chose. Vitinha à 17ème, hein, pas 27ème du Ballon d'Or, s'il vous plaît. 17ème. Ah bah tiens, merci à Jérémia sur la live de l'avoir posté. Non, cher Lucas Beraldo, je veux bien te défendre, je veux bien faire beaucoup d'efforts, mais quand tu te prends 4 fois dans le même match le même crochet intérieur de Tanguy Koulibaly, moi j'en peux plus. Là, au bout d'un moment, j'ai beaucoup défendu ce jeune, je lui trouve régulièrement des circonstances atteignantes, mais le crochet où il se prend 3 fois le même dribble, non, 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 non. Ça, je veux pas l'accepter, quoi. La lecture, elle est excellente par moment, même souvent, la lecture du jeu est très bonne. Les pieds, bon, on sait qu'il les a à peu près. Mais le crochet de Tanguy Koulibaly, il est gaucher, il a pas de pied droit, tu sais très bien ce qu'il va faire. Oh là là, non. Alors après, Tanguy, évidemment, il jouait le match de sa vie, parce que c'est un ancien de chez nous, il a pas vraiment eu sa chance et il voulait montrer des choses. Mais quand même, non, oh là là. Enfin, oui, Fed, je sais que toi aussi tu es dans le biraldisme, mais je pense que Ouais, je suis dans le tu as serré le Béraldisme. point là. Ouais, c'est. En fait, le constat, il est flagrant, surtout quand tu vois que il y a des situations où Noam Camara, il rentre en deuxième mi-temps et il les gère mieux que lui.
Tu dis, le petit, il a 17 ans, il vient d'arriver en centre de formation au début de l'année et il gère mieux que toi, Tanguy Koulibaly. Ça pose des questions. Malheureusement, ça pose des questions parce que c'est un joueur que j'adore, mais ce genre de profil, c'est des profils qu'il va rencontrer toute sa carrière au final. Et Ah s'il oui, se prend, s'il se prend un bouilli, à chaque fois qu'il rencontre quelqu'un comme ça, c'est surtout, dur. surtout en Ligue 1, quoi. Des Ah ouais, ailiers bien percutants, comme ça, qui savent c'est- faire des crochets et frapper ensuite. Ouais, c'est- ouais, voilà, c'est les ailiers isolés en Ligue 1 qui sont là juste pour faire des différences individuelles, pour sauver leur club. Il y en aura un tous les ans. C'est-à-dire, si tu veux être titulaire au PSG, Mm. Ouais, non, c'est ça. On, vraiment, on me dit sur 20 matchs, tu vas en affronter 15. à peu près, ouais. C'est Ça... beaucoup, quoi. Ah bah oui, c'est beaucoup. Ça me rappelle Tourelle quand il disait: Ah, vous trouvez que c'est nul la Ligue 1? Dans toutes les équipes, vous avez un ailier droit qui va à 3000 à l'heure et vous croyez que c'est facile à gérer. Non, non, non. Tous les clubs de Ligue 1, ils ont leur Tanguy Koulibaly à peu près. Donc non, c'est dur, mais justement, Et on me des leurs dit... meilleurs. Hein. J'aime Ouais, beaucoup Tanguy, mais c'est pas le meilleur en plus. Après en Ligue 2, je pense qu'il fera le taf, mais ça c'est autre chose. Mais ouais, il fera une belle carrière en Espagne. Bah, je sais pas, je me demande Espagne ou Italie, mais en tout cas, la partie un peu athlétique de Beraldo, bon, je sais pas ce qu'on peut faire, mais vraiment, surtout une fois, deux fois, trois fois, oh là là, c'est bon, oh, il n'y a pas non plus. Enfin, c'est que Tanguy Koulibaly, quoi. On parle pas de la Yamal en face de toi non plus. Quoi. Donc, non, ça m'a énervé, ça m'a mis en rogne, je dois l'admettre. Avant qu'on passe au trophée UNFP, est-ce que vous voulez dire un mot rapide sur le match des jeunes, que ce soit Camara, que ce soit Tapé, parce qu'on dit Tapé, visiblement il y a un Ivoirien sur le chat qui m'a corrigé, je le remercie parce que je ne savais pas. Donc si vous voulez, ou l'entrée de Zagué, ou Mbaye, oui Blaise, vas-y on t'écoute. Ouais, je voulais juste dire un mot rapide sur Mbaye, parce que c'est, en tout cas par son poste, peut-être le joueur le plus attendu et celui qui avait sur sa dernière titularisation, peut-être le contraste le plus grand entre les attentes et la production. Il y a vraiment, en tous les cas, c'est ce qui transparaît de l'écran. Et j'ai pas eu la chance de le voir du stade, mais en tout cas de l'écran, ce qui transparaît, c'est qu'il y a une vraie appréhension. Pour le coup, j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement libre pour l'avoir vu en jeune, euh, sur ses différents mouvements, sur ses dribbles, sur ses courses. Mais, euh, mais vraiment, je pense que ça fait partie des joueurs pour lesquels il faudra être patient. Il a le profil pour être un précoce, pour être un joueur précoce, mais peut-être que la réalité et ce qu'est le Paris Saint-Germain le rattrape actuellement. Et vraiment, pour le coup, j'ai apprécié la passe décisive, la course et la finition pour lui. Et surtout, je trouve que malgré ses ratés, malgré les vraies difficultés qu'il rencontre pour s'adapter au niveau de la Ligue 1, il ne se cache pas, il propose et il n'est jamais timide au moment de recevoir le ballon. Donc, il y a une personnalité qui le rend différent. Il y a malheureusement pas encore les performances qui viennent en corrélation de cela, mais Mbaye, pour ceux peut-être qui seraient un peu pressés, malgré les statistiques qu'il peut faire en jeune, j'ai envie qu'on soit patient parce que pour l'avoir vu un petit peu, que ce soit en équipe de France ou même dans les compétitions jeunes du Paris Saint-Germain, c'est un vrai joueur de qualité et ça serait dommage de passer à côté d'un joueur offensif formé au club parce qu'on en forme beaucoup défensivement. Mais là, pour le coup, c'est un vrai joueur offensif avec de la qualité. Et j'insiste encore une fois, comme je le dis à chaque fois que j'en parle, c'est un droitier qui joue à droite et pour le coup, je sens que lui peut, à l'avenir, jouer un rôle dans ce Paris Saint-Germain en prenant le temps qu'il faudra pour l'adapter. Donc, ouais, pas forcément de choses positives ou négatives à dire, mais, euh, mais sa passe décisive et surtout sa personnalité à chaque fois au moment de recevoir le ballon me donne envie de donner l'envie aux autres, aux personnes qui le découvrent, en tous les cas, d'être patient avec lui parce que c'est un vrai bon joueur. Mathieu, tu Je as suis quelque chose à patient dire? avec Mbaye, mais je trouve que techniquement, c'est... il y a quand même un écart. Hein, je trouve. Bah, évidemment, pas par rapport aux titulaires, mais même par rapport aux autres jeunes, quand tu compares à Mayulu, par exemple. Pas le même poste, bien sûr, mais Ouais, j'ai juste pas le Mathieu, je te même. réponds dessus, Oui, parce que pour vraiment l'avoir observé en jeune,
c'est un joueur qui a vraiment des qualités techniques et c'est pour ça que je parle de l'appréhension parce que même moi, hein, je dois reconnaître que ce que je vois, quand il reçoit le ballon dans les pieds, c'est des choses que j'ai jamais vues chez lui. Après, je le connais, je suis pas le plus grand connaisseur des jeunes et de Mbaye, mais je pense que sur les qualités techniques, c'est pas le débat, en tous les cas. Fahed, toi qui le connais bien, un peu comme moi, bah, j'avoue que je vois ce que tu Blaise sur l'appréhension et en fait on a l'impression quand il reçoit le ballon qu'il veut tellement s'appliquer à faire l'action qu'il a en tête qu'il oublie un peu les bases et ça va dans le un peu dans le sens d'un joueur qui est pas encore totalement mûr et qui est pas encore totalement en confiance, qui s'est pas encore lâché, qui arrive pas à être le joueur instinctif qu'il est en jeune. Parce que quand je le C'est vois, plus sur l'ouverture de Zaire Emery, par exemple, où il arrive, il lit mal la trajectoire alors qu'il a tout le temps qu'il faut et la balle arrive très bien et à bonne hauteur en plus pour enchaîner. Et il lit mal la trajectoire, et il arrive du coup en avance et il se retrouve à faire une espèce de plat du pied aérien comme tu ferais juste une remise en fait sur des exercices d'entraînement qui évidemment ça surprendra pas le compte. Et je sais pas. Sur les apparitions qu'il a eues, même je trouve qu'il y a quand même. Après, évidemment, c'est un très jeune joueur et j'imagine que c'est pas du tout évident de démarrer. Il y a de la pression, etc. Mais je trouve quand même j'ai du mal à voir ce joueur apporté à brève échéance au PSG, euh, même en mesurant les attentes pour un joueur de 18-19 ans qui débute. Et ça me pose d'autant plus de questions que depuis le repositionnement de Dembélé, tu es assez court sur le côté droit, avec Doué qui a pris la place de titulaire, mais aussi parce que Barcola et Ekvara fonctionnent beaucoup mieux à gauche. Est-ce que tu commences la saison prochaine euh, avec Mbaye comme doublure entre guillemets de Doué à droite? Je je serais pas, enfin c'est un risque, quoi. ouais, Je serais même pas forcément partant. Je trouve que ce serait un gros risque et je trouve qu'il y a encore un gros écart entre les attentes que tu as hmm. à ce niveau-là et ce que produit Mbaye malgré tout, sur les minutes qu'il a eues cette saison et qui sont assez nombreuses pour un joueur de 17 ans. Ouais, après, tu vois, pour moi, il y a deux trucs. Il y a effectivement ce que tu dis sur l'occupation du poste de latéral, enfin, d'ailier droit, qui est très vrai, parce que est-ce que tu veux partir avec ce joueur? Bon, il a joué 350 minutes, mais bon, il a joué 10 matchs, ça commence à faire un petit échantillon. Et Ou juste un est-ce... point aussi, c'est on n'a plus depuis le repositionnement de Dembélé de joueurs qui apportent la largeur en tant qu'ailier droit. C'est vrai. Hmm. Puisque c'est Justement, Doué, pas forcément dans ce registre-là, il va beaucoup repiquer, il va même carrément se retrouver à gauche parfois, même quand il part depuis le côté droit. Dembélé, quand il joue à ce poste, du moins durant la première saison et même les premiers mois sous Luis Enrique, il collait vraiment la ligne et ça permettait aussi beaucoup à Hakimi de jouer vraiment axial. Là, c'est moins le cas depuis que Doué a pris ce poste. Barcola peut le faire, mais il fonctionne mieux à gauche. Donc Mbaye se retrouve un peu comme le seul profil, ou plutôt le seul joueur qui occupe cette position-là, cette zone-là, avec ce profil-là. Pour moi, c'est un manque dans l'effectif du PSG. Si on se projette sur la saison prochaine, je ne pense pas qu'en termes de qualité à très court terme, je ne peux pas évidemment préjuger du niveau qu'atteindra Mbaye, mais je pense que ça me manque dans le puzzle ou dans le panel des options offensives à disposition de Luis Enrique depuis le repositionnement de Dembélé. Ouais, après, tu vois, il y a un autre point, et je suis d'accord avec toi que c'est un manque et qu'aujourd'hui on peut pas compter Mbaye comme le joueur qui va remplir ce manque. C'est faut voir ce qu'il donne à l'entraînement aussi, quoi. Parce que celui qui le voit le plus, qui lui a donné le plus de temps de jeu, c'est Luis Enrique, qui l'a titularisé quand même l'été dernier à 16 ans à peine et qui a l'air de beaucoup l'aimer. Euh, Est-ce qu'il le pense prêt à l'exploser? Ou est-ce qu'au contraire, il se dit, bon, il faut qu'on le fasse mûrir, qu'on le couve et tout ça? Je sais pas. Fahed, t'as un avis sur le KMBA, effectivement, qui semble être un joueur différent entre les U19 où il est inarrêtable globalement et les pros ouais. où c'est compliqué. Euh, Plusieurs choses. Déjà, je voulais souligner ce qu'a dit Mathieu sur le fait que on attendait de lui d'être un ailier de largeur. Et pour moi, ce n'est pas du tout un joueur qui brillera par la largeur qu'il occupera, en fait. C'est plus un joueur qui doit rentrer plus vers l'intérieur pour avoir plus de relations avec ses partenaires,
pour avoir une solution directe de passe dès son premier dribble, dès la première vitesse qu'il met au défenseur. C'est pas un joueur qui doit être isolé pour moi sur le côté. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'on ressent une, une défaillance technique de sa part, que je peux comprendre parce que je vais pas faire le menteur en disant que les matchs d'Emba ils sont exceptionnels, etc. Il y en a, on va dire, il y en a un qui est bon. C'était contre le Havre, il me semble. Et je lui en avais parlé sur Twitter, mais pour moi, en fait, Mba, il est, je vais pas dire mal utilisé parce que je pense que Luis Enrique connaît mieux le foot que moi, mais c'est plus un joueur qui plus tourné vers le collectif que par l'exploit individuel. Certes, par sa vitesse et son physique, il va pouvoir faire des différences sur le côté, mais c'est plus ce qui va t'apporter dans le jeu par les combinaisons, par les angles de passe qu'il peut trouver de sa position un peu excentrée, mais pas trop. Qui vont faire de lui un joueur spécial. C'est pas forcément cette capacité à être large et à créer à partir de rien. Je sais pas si je me suis fait comprendre, Ouais, si ça c'est peut. plus, si on doit résumer, c'est pas un profil à la Doku, non, c'est un profil qui va être peut-être plus à l'aise demi-espace que vraiment elle au final, tu vois. Et- ouais, voilà, c'est plus un ailier créateur qu'un ailier virevoltant, pour moi. Hmm. Moi, je suis d'accord avec toi. Et, Le et moment où... c'est un, Ouais, vas-y, c'est un fini, truc fini. qu'il avait. C'est un truc que j'ai entendu. C'est des dires. Qu'il avait un peu frustré sur ses débuts en U19 l'an dernier avec Papus, qu'il faisait jouer beaucoup de largeur. Après, je sais pas si c'était des consignes de plus haut, etc. Et que lui avait un peu du mal. Et cette saison en 19, en Youth League et en Espoir, parce qu'il faut savoir que c'est trois groupes différents, quand il a un peu plus, c'est lui qui prend le jeu à son compte, etc., qui va faire jouer ses coéquipiers, qui va essayer de créer des différences pour ses coéquipiers ou s'ouvrir des angles de frappe très proches, mais en n'étant pas excentré, etc. C'est un joueur qui est au-dessus de tout le monde. Je l'ai vu contre Rouen, qui est huitième en national. Il te faut un doublé à partir de rien. Mais vraiment à partir de rien, juste en servant de l'appel de ses coéquipiers, en d'appui de ses coéquipiers. Et il est un peu excentré, il te lâche deux frappes fortes. C'est au-dessus. Et après, je pense que aussi, c'est beaucoup dû à son tempérament, ses débuts de match. C'est un joueur réservé, qui se met peut-être un peu trop la pression vis-à-vis, je sais pas, de l'entourage, du bruit qui est autour de lui, du talent Des qu'il a, attentes. Hmm. Du ou des salaire attentes, aussi. etc. Non mais enfin, tu Ouais, vois, aussi. Oui, enfin, faut quand même savoir, il a le plus gros contrat pro jamais signé par un jeune du centre de formation. oui, C'est dur à porter. Regardez ce que disait Lucien Riquet avec beaucoup d'empathie sur Colomboigny qui disait mais il n'arrive pas à porter le poids de son transfert. Il n'y arrive pas parce c'est que sûr. Oui, c'est trop oui, lourd pour lui. Bah, il est tout jeune, il va falloir qu'il s'habitue à une nouvelle vie. Vous vous rendez compte, il a 17 ans, il a oui, c'est signé un ça. contrat, je sais pas combien de milliers d'euros par mois. C'est tout qui change pour lui. Il est professionnel et tout. Les qualités fortes de Mbaye, bah, Fayed les a très bien dit, à savoir c'est un joueur qui pour un ailier Moi, pour moi, c'est sa qualité la plus forte, c'est qu'il a un sens du jeu qui est très développé, surtout pour un ailier qui joue en pied fort. Il va donner des centres, notamment le centre qui donne ce week-end ou les deux qui donnent contre le Havre, par exemple, ce sont des joueurs, ce sont des ballons, par exemple, d'un ailier qui est pas dans la percussion, qui est plus un ailier de réflexion quelque part. Ouais, c'est ça. Et j'ai un peu l'impression quand il joue en Mais c'est pro, un joueur qui peut quand même percuter. ouais, c'est ça. Mais C'est- c'est pas sa Il y a qualité une action, forcément. ouais, il y a une action en deuxième mi-temps où, pour les premiers pas, il prend de vitesse le défenseur, il change un peu de direction, il frappe fort. Et il te montre qu'il peut un peu tout faire, mais que c'est plus un ailier créateur pour moi. Totalement. Pardon. Excusez-moi. Type Olysée. Oh, attendez. Tout le monde ne peut pas être Michael Olysée, hein. Laissez-le être Ibrahim Mba et puis on verra après à quoi Ouais, on peut le voilà, c'est ça. comparer. Voilà. Est-ce qu'il a un avenir dans l'axe? Franchement, je sais pas. On verra dans quelques temps ce que ça va donner. Je vous propose, on avance un peu parce qu'on en est déjà à 1 heure pratiquement, même si au final on n'a pas beaucoup parlé du match, on a parlé beaucoup des joueurs. On va avancer un petit peu. Je vais remercier les subbers si je m'étouffe pas avant la fin. Donc merci à Daz92 alias Daryl, habituel participant. Merci à Okozilla, merci au Petit Fakir, à Midpin75, à JC Fran, à Oral B2, à Mamia Ouhou, et j'en ai oublié d'autres. Ah bah non, la dernière fois c'était 45 Sharks qui nous avait fait
qui avait régalé tout le monde. On va passer au fameux trophée UNFP, vous savez, ces trophées que le monde entier nous envie. Alors je vous avoue, Greg, j'ai pas regardé hier en direct, je me suis évité les moments de gêne avec des interviews absolument horribles. Je me suis contenté du palmarès. Alors attention messieurs, question première, complètement stupide. Ousmane Dembélé, meilleur joueur. On est surpris, c'est mérité, c'est pas mérité. Qu'est-ce que vous en pensez? Absolument. Ah, on me dit que Christophe Joss était là, donc j'ai bien fait de pas regarder en plus. Blaise, Fahed, Mathieu, c'est bon, on est d'accord. Ousmane, mérité quand même. Moi, j'aurais quand même bien voté Rabiot ou Greenwood, mais bon, par défaut Dembélé, du coup. Voilà. Donc très bien. Ah non, par contre, vrai débat. Meilleur gardien. Est-ce que vous trouvez logique que Lucas Chevalier ait battu Donnarumma? Je vous laisse. Bah tiens, Blaise, tu as le micro ouvert. On n'a pas notre spécialiste du gardien de but, mais on Ouais, l'embrasse. non, non, mais c'est vrai que, en fait, les joueurs, je pense, parce que c'est important de rappeler, parce que j'ai vu un petit peu les polémiques qui pouvaient surgir, ou en tout cas essayer d'être créées par des supporters d'équipes adverses, pardon. Même des Les journalistes, joueurs hein, tu votent. sais. Aussi, peut-être aussi. Les joueurs votent. Donc, c'est-à-dire que ce qui est l'équipe type, ce qui est le gardien, notamment, ou même le meilleur joueur, ou le meilleur espoir, ce sont les joueurs qui décident. Après, c'est vrai que pour les adversaires, je pense que si demain il y avait le même classement en Ligue des Champions, même si c'est un contexte différent parce qu'on n'affronte pas toutes les équipes, sur les images marquantes, peut-être que Donnarumma serait plébiscité en Europe et pas forcément en Ligue 1. Mm. Après, donc, je vais pas dire que je trouve ça logique, parce que très honnêtement, après, je vais peut-être couper mon micro jusqu'à la fin du débat sur les trophées UNFP. Pour moi, une équipe qui a autant de points d'avance, le 11 titulaire, c'est le 11 qui finit la saison du côté du numéro 1. Donc, peut-être que Gigio Donnarumma n'a pas d'image aussi marquante que Lucas Chevalier, et c'est vrai que Lucas Chevalier a eu un moment dans la saison où il a été très fort, vraiment, il faut le reconnaître. Je regarde, et tu l'as rappelé tout à l'heure, un petit peu la Ligue 1. Et c'est vrai que Chevalier est un gardien de qualité. Malgré tout, ça reste un gardien d'avenir sur lequel on n'a pas forcément les mêmes attentes, mais surtout sur lesquels on n'a pas forcément le même regard que Gigio Donnarumma. Ah oui. Après qu'il soit plébiscité sur les trophées de Ligue 1, je peux trouver ça cohérent Ouais. avec ce qu'il a produit dans la saison, mais bien évidemment que si on jugeait le niveau intrinsèque, Ah bah oui. Donnarumma n'a pas d'équivalent. Mais oui, sur la saison, je trouve que Mm. c'est plutôt logique. Je suis d'accord avec toi. Il y a juste sur le live, on me cite, pardon, le gardien de Chelsea qui joue à Strasbourg, enfin le gardien de Strasbourg. Donc. Mais par contre, il y en a un qui l'appelle Petrovic, l'autre qui l'appelle Petkovic. Alors mettez-vous d'accord, mais en tout cas, il est excellent le gardien de Petrovic. Strasbourg. Oui, Fahd, c'est quoi? Je crois que c'est Petrovic, Il si me je dis pas semble de que c'est conneries. Petrovic. Petkovic, je crois que c'est l'ex-entraîneur de Bordeaux qui est depuis à la tête de l'Algérie. Oui, Mais bah oui, voilà. oui, oui, c'est ça. Je vous confirme que Petrovic est meilleur que Petkovic au passage, mais ça c'est autre chose. Je pense que si vous suivez l'équipe d'Algérie, vous vous en êtes rendu compte. C'est le Voilà, sélectionneur qui avait éliminé l'équipe de France, Ouais, effectivement. Petrovic. Ouais, mais donc il capot de Bordeaux. il avait Granit Xhaka, donc ça compte pas. Non, non, mais ouais, Petrovic de Strasbourg a fait une excellente Et Yann deuxième Sommer, partie. philo. Et Yann Sommer, c'est vrai. Et pourtant, Paul Pogba avait fait un match, mais bref, c'était une autre époque. Mais déjà à l'époque, un certain Kylian Mbappé, c'est ça? Pas terrible. Bref, on va Ouais. revenir à nos boutons. Non, non, oui, Chevalier, sur quelle base? Bah, en Ligue 1, Chevalier a été vraiment très très fort. Donc, bah, ça me choque pas. Après, Oui, si je peux vas-y. me permettre, je pense que c'est pas le gardien qui a eu le plus d'impact pour son équipe qui a été élu. Je dirais pas Fekir, pour des raisons Bah, évidentes, mais on sait de qui tu parles, mais on va éviter. exactement. Voilà, on nous dit, bah tiens, on parle de lui sur le live. Rulli a visiblement Ouais, été choqué par les 11 types. Bah ouais, mais je peux le Gironimo. comprendre. En toute honnêteté, je peux le comprendre. Ouais, mais bon, Parce que je pense que c'est en grande partie grâce à lui qu'ils sont à cette place-là. ouais. En Euh, toute objectivité, j'aurais pu lui donner. Ça m'aurait pas choqué qu'il le prenne. C'est voilà. pas à cause de Balardi? Je suis surpris. Je sais pas, mais bon. L'ami Geronimo Rulli, ah bon, et contre le PSG, il a pas fait de très bons matchs, on va dire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on me dit Ouais, ça. Voilà. Si tu prends une métrique qu'on adore ici, qui sont les expected goals, et tu prends la différence entre les expected goals concédés et le nombre de buts concédés cette saison en Ligue 1,
Le meilleur, ça sera le gardien de Strasbourg. Il y a un écart de 18 buts entre Ouais, j'ai vu. les Ah ouais, buts c'est monstrueux. que Strasbourg a vraiment encaissé, 41, et contre 59 en expected goals de concédés. Mais C'est un écart énorme. Ensuite, tu as le gardien de Reims, Diouf, puis ouais. Auxerre, puis Lille. Ouais. Ah Bah, ouais. Chevalier. En Bah, fait, Auxerre, on se rappelle. Hein. Auxerre, Donovan Léon, on Oui. peut vous en parler. Ouais. Colomwani, il en a un ou Ah deux. oui, j'avais oublié ce match. Non. C'était il y a Après, 4 ans pour moi, en fait. c'est vrai qu'on nous dit sur live très justement, il faut regarder les post-shots X-Goals C'est vrai, sur les gardiens. Je sais pas sous la main. Je vous mais j'ai pas confirme. la stat. Ouais, il faut aller chercher sur FBRF et tout ça. Non, mais le gardien de Strasbourg fait une saison monstrueuse. Faut quand même féliciter Oui. Chelsea, dont le meilleur gardien est en prêt à Strasbourg. Hein. On applaudit la gestion sportive du club. Ils Et sont Ils vont le vendre en plus, c'est et ça un le des pire. meilleurs milieux de terrain, mais on pourra en parler un peu plus haut. aussi. Voilà, non mais les types ont prêté 2 joueurs qui sont meilleurs que ce qu'ils ont à la maison, c'est formidable. Vraiment, on apprécie cette. Ils techniques, et ils vont les vendre en plus, je pense. C'est Du coup, possible, bravo à eux. c'est possible. Donc voilà. Non, juste vrai débat entre Parisiens sur le meilleur espoir. Désiré Doué, donc qui est dans l'équipe type aussi au passage, qui était dans les nommés pour le meilleur joueur, et a devancé João Neves. Normal, pas normal. Team Désiré ou Team Neves. Je me permets de lancer le débat. Je pensais que ce serait Neves. Parce que c'est un joueur que je trouve tellement extraordinaire en tout. Alors attention, Désiré est très crédible. Mais je trouve que Neves fait une saison dans l'ensemble vraiment remarquable et peut-être plus complète que Désiré Doué. Donc je pensais que ça serait. Le plus jeune des deux, c'est Désiré Doué. Ça, c'est vrai, c'est un bon critère aussi. Mais bon, voilà. On me dit Team Joyau pour la régularité. Mathieu Faed, je vous Les laisse en votes ont eu disserter. lieu autour du match d'Aston Villa, il me semble. Ah ouais, c'est pas faux, ouais. Voilà. Non, mais t'as Et raison, ça, hein, ça compte. Hein. vraiment, je pense que ça joue beaucoup. Désiré Doué, Ouais, c'est un oui. joueur qui capture la rétine, comme on dit. Et en plus, il était sur une telle série il y a eu le mois de mars. Je me demande s'il n'est pas dans les nommés pour le meilleur joueur de Liga, hein, pour le mois de mars même. Mais Désiré Doué. il est pas élu même. Ou c'est Ousmane qui est Possible. élu, c'est Je suis possible. pas du tout cette Ah, tête, je vous avoue, mais ça c'est m'étonne. moi qui me tape ces news à chaque fois. J'oublie dans les 2 minutes où j'ai fini la news, j'oublie. Donc bon, attendez, je vous fais Il la. avait marqué son but face à Lille notamment. Enfin, il était sur une très grosse série de penalty face à Liverpool évidemment. Il y Et a le son match entrée en contre jeu Saint-Etienne plus aussi. globalement. Je... Il y a le match contre Saint-Etienne aussi Ouais, où il met ses Ouais, deux bien enroulés sûr. là. Mm. Ouais. je Non, vous non, ai mis un c'est. sondage. Le chat, je vous ai mis un petit sondage. Doué ou Neves, meilleur espoir. Mais Voilà. sur la saison, Neves a été plus régulier dès ses premières minutes face au Havre. Il a de suite été dans le Mais ton et je pense que il a été plus régulier sur la saison. Après, Doué, c'est une telle apparition depuis décembre. Il a été à un niveau tellement élevé aussi. Ça me choque pas non plus. Après, ouais, c'est pas choquant, ils peuvent se le partager hein, s'ils veulent. C'est pas- surtout que il me semble que Neves, il est pas nommé dans les meilleurs joueurs, non? Non, il n'est pas dans les meilleurs joueurs. Ouais. Dans les meilleurs Et joueurs, t'as je crois que Doué, c'est. Doué, il est Gignac. dans les meilleurs joueurs, je crois. Ouais, Doué, il est dans les meilleurs joueurs et moi, c'est Ouais, ça c'est qui m'a ça. mis la puce à l'oreille. C'était le petit spoil, en gros, pour moi. Comme à l'époque, je crois, c'était Havard, à une longue époque, où il faisait sur le plateau du CFC, du Canal Football Club, où il était nominé dans les deux, et même à cette époque, je me disais, mais c'est n'importe quoi, mettez à quelqu'un d'autre. Et là, Doué, c'était pareil, je me suis dit, bah, il va le remporter, ça fera rien. Et puis D'accord. voilà. Bah après, ouais, je suis d'accord avec Mathieu. Hein. Mm. Bon, je pense que Neves mérite plus, mais sur le fait que Doué, il tape dans l'œil de tout le monde, c'est logique en fait. Surtout quand t'es un joueur, je pense. Oui, c'est ça, j'allais dire. C'est un peu la facilité, il est peut-être plus visible, tout ça. Après, Neves, il est arrivé, il est direct équipe type. Hein. Il a pas perdu de temps, de je sais pas quoi. C'est vrai que Vitinha qui a été élu dans le 11 type, faut croire que les joueurs sur le terrain, ils sont plus impressionnés par Vitinha que ce qu'on imagine. Parce que c'est vrai que Vitinha en Ligue 1 fait pas une très grosse saison, par exemple. Mais il est dans le 11 type. Mais on va y revenir après sur le 11 type. On nous dit sur live, Neves c'est plus régulier, mais j'ai quand même voté Doué pour la progression sur la saison. Mais moi je comprends très bien. Hein, donc Doué, joueur très frisson. Et c'est vrai que Doué fait une année 2025 qui est probablement meilleure que Joao. Alors que Joao a peut-être été plus constant sur la durée parce que il est quand même rarement passé à côté de ses matchs. Mais bon, globalement, dans les deux cas, t'as le 2004, le 2005 avec toi. Tu t'es pas trop mal. Hein. Tu t'es pas trompé sur le recrutement l'été dernier en tout cas. Hein.
T'as fait 4 recrues l'été dernier. T'en as 3 qui sont dans l'équipe type de la saison et le quatrième qui est le gardien remplaçant qui joue régulièrement. Ça va. Tu t'es parfois beaucoup planté dans ton recrutement, mais là, t'es pas mal globalement. Donc, félicitations à tous ces jeunes. Et donc, dernière question, puisque Blaise a quand même mis les pieds dans le plat tout à l'heure à propos de ça. Est-ce que ça vous choque, ou est-ce que vous trouvez ça logique qu'il y ait 9 Parisiens sur 11 dans les 11 de départ, donc globalement tout le PSG, à l'exception de Chevalier dans les buts et Cherki au milieu de terrain. Bon, Cherki était prêt à rentrer directement au campus PSG après la cérémonie, mais ça c'est autre chose. Ça, Mathieu, Fahed, ça vous choque ou On a pas? eu manque Chevalier aussi il y a quelques mois, puisqu'il y avait la rumeur. Oui, c'est vrai. Tiens, attends, juste un truc. Ouais. Pour le live, 93% étaient plutôt Neves que Doué. 26 votes à 2 en faveur de Neves sur le sondage. Moi, je m'attendais pas à un tel plébiscite, vous voyez. Ouais. Donc, ça te choque pas, Mathieu, le 9 sur 11 on me dit sur live, ça aurait même dû être de 11 sur 11. Oui, moi je partage ça et ce qu'a dit Blaise tout à l'heure, ça me semble assez logique. 19 points d'avance, c'est considérable, hein, c'est le deuxième plus haut En 34 journées. total, enfin le deuxième écart le plus large entre un premier et un deuxième dans l'histoire du championnat. Seulement battu, vous vous souvenez sans doute de la saison 2015-2016, où là il y avait carrément eu 33 points d'avance du PSG sur sur le Dauphin. Bon là c'était encore autre chose, mais on avait placé que 8 joueurs dans l'équipe type de la saison, dans les trophées UNSP, puisque Mandanda avait été le meilleur gardien, Lassana Diarra, numéro 6, Ouais. et Ben Arfa aussi, Ah oui, dans les Thème, attaquants. c'était la saison de sa vie, c'est vrai. C'était la saison de sa vie. Mais pour rejoindre, je vais faire une petite pirouette sur le poste de numéro 6, puisqu'il y a eu un commentaire sur Vitinha. Je me souviens très bien à l'époque aussi des commentaires sur Thiago Motta qui étaient régulièrement remis en question. Certains qui disaient oui, qui jalousaient l'OM d'avoir la Sanadiara, enfin ce genre de choses. Bon, je pense qu'il y a parfois quelques difficultés à juger ce qu'est un numéro 6. Il n'y a évidemment pas photo entre Vitinha et le reste de la Ligue 1 à ce poste-là. Enfin, faut Oh, mesurer un petit peu. Mathieu, Mais Mathieu, c'est Mathieu. pas Griezmann qui mérite l'équipe type, quoi. Alors, je vais exceptionnellement te contredire, mais Andrei Santos, je pense, méritait le poste de numéro 6. Parce qu'il fait extra. Il joue vraiment numéro 6, Ah André ouais, ouais, non, Santos. non, franchement, il est Il a fini extra. avec des buts cette saison en Ligue 1. Non, non, mais ouais, mais il joue vraiment devant la défense. Il a de la présence défensive, il a de l'abattage devant. Non, franchement, c'est un super, super joueur. Et en fait, c'est surtout que Vitinha a fait des matchs bons en Ligue 1, mais ses meilleurs matchs sont probablement en Ligue des Champions. Et c'est un peu ça qui me dérange. Après, je comprends pas trop pourquoi Fabien Ruiz est pas dedans, par exemple, plutôt que Vitinha, mais bon, ça, c'est un peu les. Mais vraiment, non, Andrei Santos, je trouve qu'il avait sa place. Franchement, il envoie une saison. Si Strasbourg est aussi bien placé, euh, il y est franchement pas pour rien, quoi. Il y a des Moi, joueurs comme. je vais te dire un truc, ma façon pour juger les joueurs hors PSG, Vas-y, comme je ne regarde pas trop la Ligue 1, c'est de regarder les matchs qu'ils font face au PSG, justement. Je trouve que c'est je un bon sais. critère, parce que forcément, tu joues face à une équipe qui est plus forte que toi, Ouais, je et sais, je sais. tu peux voir les joueurs qui ressortent, etc. Et par le passé, on a vu notamment des joueurs comme Dombele, par exemple, qui ressortaient très fortement face au PSG. Mais cette saison, j'ai pas trouvé, parmi En- les équipes qu'on a San- affrontées. Santos fait pas un bon match au parc. À la Méno, il fait un bon match, hein, parce que c'est lui qui leur nettoie toute la zone devant la défense, non? À la Méno, si on regarde l'équipe qu'on a affrontée, qu'on a Ouais, je alignée, sais, pardon. je sais, je sais. Non mais je peux pas t'en vouloir de pas être dans le train Andrei Santos si tu regardes pas. Moi, je trouve qu'il y a eu un écart considérable entre le PSG et les autres équipes cette année. Faut pas oublier que toutes les équipes poursuivantes, entre guillemets, tu leur as collé 3 et 4 buts à chaque fois, Non, c'est vrai, ça c'est, on les a déboîtés. quasiment. Enfin, bon. Après, évidemment, je comprends que tu veuilles un peu équilibrer. Tu peux pas mettre non plus mon joueur parisien, mais en soi, est-ce que ce serait s'il méritait que ça? Ça a été un des titres les plus, peut-être le deuxième titre après 2015-2016, le plus à sens unique, hein. Mm. Non mais Et c'était quelque chose qui n'était pas du tout, voilà. voilà, sur le papier. C'était pas forcément ce qu'on attendait en août, Ah pas mais vraiment ça a non. été la réalité du terrain au cours des 8-9 mois suivants.
Ouais. Ah, tiens, sur la remarque intéressante, on nous dit si on oublie qu'on est tous supporters du PSG, ça ne renvoie quand même pas une super image de notre Ligue 1 de n'avoir quasiment que des joueurs du PSG. En plus, tous les journalistes demandent plus ou moins lourdement à Kliouch ou Cherki s'il va rejoindre le PSG. Alors, sur la partie les journalistes, la lourdeur de aller demander ça, moi je trouve ça totalement hors de propos, notamment par rapport au club qui envoie, qui laisse les joueurs y aller. Je trouve ça vraiment. Bon, alors c'est sûr que Monaco est vendeur et Lyon, vu que tout est à vendre, ils sont un peu vendeurs, mais je trouve que c'est hors de propos. Après, je me mets à la place de l'intervieweur, c'est la question facile par excellence, mais bon, voilà. Le reste, je suis pas sûr que ça renvoie forcément une mauvaise image, le fait qu'il y ait que des Parisiens, hein, parce que bah, c'est une super équipe. On parle d'une équipe qui finalise de la Ligue des Champions. Il y a eu des années, je me souviens en première ligue où il y avait les meilleures années d'Alex Ferguson. Des fois, il y avait 6 mecs de United dans un championnat qui était archi disputé. J'ai des équipes, des visions de certaines équipes de Guardiola au Barça ou au Bayern où ils avaient 8 mecs dans l'équipe type, quoi. Voilà, on a écrasé la compétition, bah on va pas mettre les autres pour faire plaisir, quoi. Après, moi je sais que j'ai parlé d'André Santos parce que c'est un joueur que j'aime vraiment énormément, mais au bout d'un moment on est meilleur qu'eux, on va pas, voilà quoi. On est proche de l'invincibilité sur la saison de championnat, en plus. Et il y a un truc aussi qui est oublié, c'est que le PSG était de très loin l'équipe la plus constante. Là, je parle d'invincibilité, ça me fait penser à Nice. Un joueur comme Evan Guessant a été très bon pendant une demi-saison. Depuis, il est complètement à la cave. Il y a des mecs comme ça qui ont fait une demi-saison. On nous parle de Rabiot. Rabiot, avant le mois de janvier, quand ils ont commencé à le faire jouer un cran plus haut, c'était bon, mais enfin, il y avait rien de foufou. Le PSG a été bon toute la saison, hein. Du mois d'août au mois de même d'avril, hein. On a perdu notre premier match. On devait être quoi, le 22 avril ou quelque chose du genre. Greenwood, il a eu un gros trou. Non, non, il faut. Voilà. Et si je peux me permettre, Vas-y, vas-y. je pense que le poste le plus discutable, peut-être, c'est Marquinhos. Mais le problème, c'est que, ok, peut-être Marquinhos, en plus, il a pas beaucoup joué en Ligue 1, parce que je crois que c'est même pas notre deuxième meilleur défenseur central en termes de temps de jeu, parce que Beraldo, il est devant. Tu mets qui derrière? Écoute, tu Pas le vois, foot. je m'interrogeais comme toi, et je suis arrivé à la même conclusion que toi. C'est compliqué. On me dit Diakité sur live du LOSC, et Ouais, c'était. j'aime bien Diakité, j'aime bien Bafouet Diakité, mais Sincèrement, en plus, c'est même dans ça. le. C'est un bon joueur, hein. Enfin, il va faire une belle carrière, mais Mais voilà, c'est un il peu n'a pas limité, dominé quoi. la Ligue 1, c'est pas dominant de la Ligue 1. En plus, Diakité, il est suspendu les 2 derniers matchs les plus importants pour son club cette saison. Du coup, même ça, Non, mais Diakité, il est sur. Enfin, il est l'équipe qui se fait broyer au Parc des Princes 4-0 en une mi-temps, oui. par exemple, quoi. C'est compliqué Et d'aller c'est le un mettre très dans bon l'équipe jeu, type. Et c'est c'est un un très bon bon jeu, joueur, non? hein. Moi, j'aime beaucoup. Mais Mais on voilà. parle du niveau de la. Ouais, voilà. Et c'est même pas que le niveau de la Ligue 1, il est pas fou. Je vois là sur le live, il y a quelqu'un qui a dit ça, mais pour moi, c'est pas ça. C'est que, en fait, t'as archi dominé. C'est tout. Moi, ça m'aurait pas choqué qu'il y ait 11 joueurs du PSG. Même si tu peux mettre 7-6 joueurs, c'est la même chose pour moi. Il y a une équipe qui a dominé. Les joueurs qui vont voter, ils sont pris des baffes chaque week-end par eux. Et ils votent les joueurs qui les ont plus. Leur ont fait plus de mal chaque week-end. C'est logique au final. Tiens, sur le live, on me dit Kusanov il aurait pu y être s'il était resté. Ouais, je suis d'accord. Kusanov était un joueur un peu dominant. Mais bon, il est parti en janvier à City, il a joué un mois depuis sur le banc de touche, voire il était même pas sur le banc ce week-end, je crois. Mais c'est vrai que Marquinhos, je suis pas très fan, mais en Ligue 1, j'ai du mal à citer un défenseur qui a été meilleur que lui. Comment il s'appelle le Marseillais, Balerdi, il a fait des bonnes choses, mais il y a des gros trous d'air aussi, quoi. Donc c'est pas facile, hein. La Ligue 1, si vous regardez depuis 10-15 ans, c'est pas un championnat en gros où les défenseurs centraux, il va y avoir beaucoup de concurrence. Si Marquinhos il enchaîne les présences dans cette équipe type, c'est aussi parce que bah, y a pas grand monde quoi. Les très bons de chez nous, ils sont partis très jeunes, que ce soit Ouais, c'est ça. Saliba, Konaté, Mm. Upamecano, Fofana. Ouais, il y a pas eu l'équivalent d'un Euro cette année, par exemple, en Ligue 1. Ouais, C'est c'est ce que ça. je veux Voilà. dire. Ou même, Mm. ouais, Sur le live, on me même un cite aussi Pedro à la Lukeba. limite. Mais nos défenseurs centraux parlent, en fait, sont tellement pistés qu'ils partent tellement jeunes qu'on n'a Ouais, même pas c'est le temps ça. de les voir faire une saison vraiment complète quoi. Je Upamecano a pense que même jamais joué en l'international. Ligue 1. Pardon, Fad, Ouais, vas-y. je pense l'international français qui est resté le plus longtemps en Ligue 1, c'est Todibo, mais il était à Nice. Du Ouais. coup, conjure la visibilité, alors que pour moi, je trouve que c'est un joueur qui est ultra dominant. Mais même là, je crois qu'il a jamais fait d'équipe sub de Ligue 1.
En gros, il y a trop de contexte, il faut qu'il y ait un enchaînement des choses exceptionnel pour qu'il y ait un défenseur ou un autre joueur de Ligue 1 qui soit dans l'équipe type. Il faut que le PSG soit pas fait bon, il faut que le mec au poste du PSG soit pas fait bon, il faut que ton équipe a réussi et il faut que toi, tu brilles. Ça fait déjà 4 critères, c'est énorme. Ouais, c'est trop, c'est trop. Puis en plus, t'as la caisse de résonance. Singo fait une bonne saison, mais je pense que Singo, C'est il était. régulier, hein. Hmm. Il y a C'est eu. régulier, Fingo. Ouais. J'ai pas entendu, excuse-moi, Fed. Et je disais que c'était irrégulier, Fingo. Ah, ouais, c'est très irrégulier, ouais. Il a eu des très bons moments et des moments où, ouah, en plus, il a joué un peu blessé pour rendre service. Ça lui a pas rendu service, donc voilà. L'année dernière, combien de Parisiens? Bah, je crois que l'an dernier, on en avait 4 ou 5 au moins. Nicolas Palois, s'il vous plaît. Bref. Non, mais j'avoue que au final, 9 Parisiens, certains sont choqués. Moi, je suis pas du tout choqué. Je vois les Marseillais qui sont pas. Ex-parisien l'an dernier, Fio. Combien? 6? 7. 7. Bon, voilà. Sachant que tu fais une saison Il y avait meilleure Donnarumma encore. aussi dans les buts, Zaïre Emery au milieu. Mais Ouais. pour revenir un peu sur les défenseurs, j'ai épluché les équipes types des années précédentes. La saison sous Galtier, la charnière, c'est Mbamba et Danso. Et la saison précédente, il y a Saliba à côté de Marquinhos, par exemple. Ouais, voilà. Mais là, tu verrais pas l'équivalent de Danso ou de Saliba, a priori. Je crois pas qu'il y en ait eu cette année en Ligue 1. Je parle sous Non. votre contrôle. Non, 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 je te confirme, il n'y a, y a pas eu l'équivalent de Saliba et Marquinhos en Si Ligue. Saliba était en Ligue 1, voilà, on l'aurait vu, quoi. Ouais, je crois qu'on l'aurait vu, Et ouais. en plus, et en plus, Saliba fait sa saison à Marseille. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui, Bah, voilà, c'est Mbemba et Saliba, c'est deux visibilités totalement différentes des autres défenseurs qu'on cite. Et Balerdi, on l'aime bien, mais enfin, on l'aime pas. Mais enfin, c'est pas un mauvais joueur, mais voilà quoi. non, mais je suis d'accord, on voit ce que tu veux dire, en tout cas. Bon, on a un peu fait le tour, c'est bien, on n'a pas perdu trop de temps sur les trophées UNFP. Marnes Akliouche a été volé du titre de meilleur buteur, de plus joli but, je tiens à le dire. Son espèce de reprise acrobatique en l'air, meilleure, enfin, je la trouvais beaucoup plus belle que celle d'Amin Gouiri. Donc voilà, on est avec toi Marnes et je pense que pour corriger ça, tu dois impérativement signer au PSG. Voilà. Sur ce, on va Et avancer. juste moi, bon après, Vas-y Blaise, vas-y. je voulais finir sur ce débat-là, mais puisqu'il y avait pas de Parisiens dans le classement des meilleurs buteurs, enfin, non, pas Plus beau dans le plus beau but. but. Est-ce que vous avez en tête, parce que j'avoue, je me suis posé la question, c'est vrai qu'on a marqué des beaux buts collectifs, mais quel est le plus beau but pour vous sur la saison parisienne? Eh ben écoute, je commence parce que comme ça, je laisse le temps à Mathieu et Doué? Fahad de Doué réfléchir. contre Lille. Il y a Doué contre Lille, on me cite Doué contre Saint-Etienne. Moi j'aime beaucoup Neves contre Toulouse. L'action, la reprise de l'extérieur et tout ça, je trouve Ah oui, vraiment une belle effectivement. action. Mais sinon, globalement, on a marqué des buts très collectifs, mais on n'a pas marqué des buts tu vois, d'exploits individuels ou autres. Dembélé à Lyon est pas mal. Barcola Le Havre, ça peut pas être le but de l'année, quoi. Mais Doué Lille, ouais, j'aime beaucoup. La frappe très pure comme ça. Hakimi contre Ouais, pareil, Lyon. c'est celui qui est ressorti, ouais. Doué contre Lille, ouais, j'avoue que pourtant, je suis moins adepte des grosses frappes comme ça, mais pour le coup, la pureté de la frappe, Ah, de l'adversaire, et à ce moment-là, on, parce que Lille aujourd'hui va sûrement pas se qualifier en Ligue des Champions, mais ça a été un adversaire qu'on a pu craindre, surtout qu'on jouait juste avant la Ligue des Champions. Donc non, je trouve qu'effectivement, pour moi, c'est peut-être le plus beau but de la saison parisienne en Ligue Moi, 1. je te dis que c'est même pas le plus beau but qu'on ait marqué face à Lille, ce match-là. C'est lequel? c'était quoi les autres C'est celui buts? de Dembélé avec l'extra passe et tout, là. C'est une Ah action oui, ouais, c'est extraordinaire. vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est C'est- vrai. Et j'avoue, Euh, avec Gonzalo Ramos qui nous fait un geste exceptionnel. oui, 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 c'est ça. Non, il y Enfin, a moins deux sites. exceptionnel qu'à Lyon, ah oui, il y a Ah ouais. celui de Lyon aussi, Ah oui, c'est d'ailleurs. vrai qu'il y a celui de Lyon qui est extraordinaire. Et c'est ça, on parlait Ouais, de Hakimi à effectivement. Lyon, j'avais oublié qu'il y avait le geste de Ramos. Et on parle de la passe de Lee pour Dembélé à Brest, but collectif exceptionnel aussi. Ah, Lee fait ouais, une action. effectivement. Ah bon, on est de mauvaise foi, on va pas. Quoique il faut vendre Lee, donc on va le mettre dans les trophées. Et Non, faut que Il a je fait cite deux Colomboigny Guevara aussi à contre Lille. Monaco, c'est un bon candidat aussi. c'est vrai, on me le cite sur la Ouais. Vara contre Monaco. Non, mais tu vois, on a eu quelques buts assez fous, enfin très beaux buts. Mais bon, il y en a un dans les 5, j'ai pas trop compris ce qu'il faisait là, je sais plus lequel c'était. Je crois que c'est Le Paul contre nous. Je trouve que Esteban Le Paul était vraiment un très bel avant-centre. Mais bon, on n'est pas. J'ai pas trop compris ce qu'il faisait là. Bon, Il a mis globalement. des plus beaux buts dans sa carrière en plus.
Ouais, je suis d'accord. Esteban Le Paul, avant-centre, racé, vraiment superbe joueur, j'aime beaucoup. Moses Simon a mis un joli but, ça. Tiens, on nous dit, allez, on va faire ça en transition avant PSG Inter. Cherki ou Akliouche, pour vous, est-ce que votre avis a changé? Moi, je suis plus que jamais team Marnez Akliouche. Alors là, un gaucher comme ça, grand échalas, vous savez que ça me parle. Mathieu, qui va nous dire ni l'un ni l'autre, je le sens venir. Non? Ouais, Jachari. T'as dit quoi, toi? Jachari. D'accord. Blaise? 2010 joueurs, évidemment, ouais, ça me parle déjà. D'accord. Ah, moi, je dois reconnaître que un Kliouch, évidemment, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il correspond plus, mais moi, je suis pas entraîneur, mais je fais partie si j'étais entraîneur, je fais partie de ceux qui disent, et si j'étais celui qui permettait à Cherki d'être le joueur que tout le monde attend. Je comprends. Et je pense que c'est aussi ce que Luis Enrique et Luis Campos voyaient en lui. On peut le faire changer, tout ça. Machin. On me dit Team Talbi de Bruges. Excellent joueur, le petit Talbi de Bruges. Fahed, alors, Akliouche ou Cherki? Ou tu peux dire ni l'un ni l'autre. Hein. Akliouche, mais c'est pas pour casser l'ambiance pour les fans de Cherki, mais là, Mercato, ils viennent de sortir une info comme quoi on n'est Ouais. pas dessus. Oui, voilà, non mais. Le Parisien avait sorti l'ami Carrez la même Ouais, 1 heure plus tôt, donc ouais, bon, voilà. Voilà. Ryan, désolé, mais Ryan, désolé, tu iras. on va à l'étranger, tu nous feras rêver. On se dit un droitier taillé comme une patate à la Cherki peut pas plaire à Philo. C'est pas faux, mais non, je sais pas. En fait, je vais vous dire ce qui me choque beaucoup avec Ryan Cherki, c'est quand il est en finale de Coupe de France, que son arrière latéral est en train de se faire massacrer et qu'il le regarde avec ses grosses joues, les mains sur les hanches, en train de lui dire vas-y, fais mieux. Alors que mec, t'es à 10 mètres, tu peux courir, non? Donc moi vraiment cette scène, j'ai dit non mais c'est totalement éliminatoire. Et vraiment je suis encore choqué. Et là, quand on a joué à Lyon il y a 2 mois, il est là, il regarde partir Dembélé au but. Bah vas-y, hein. Tu crois que c'est qui là qui va partir au but? C'est pas Jean-Hugues Maurice en percussion, hein. Tu as intérêt à le suivre. Hein. Bah non, il l'a pas suivi. Bah même qu'est-ce qui s'est passé? Bah ça a fini lucarne encore. Donc c'est parce qu'il est mal coaché. Non, je pense que il a pas tous les ingrédients d'un footballeur pour Luis Enrique. En termes d'intensité défensive, évidemment, parce que j'en parle, et surtout, il court pas assez, quoi. Enfin, au bout d'un moment, il faut être un milieu de terrain ou un ailier pour Luis Enrique. Regardez le volume de courses qu'ont Ruiz, Vitinha, Neves, Doué, Barcola. Ça s'apprend la course. Mais il faut la caisse. Hein. La caisse physique, Cherki, je pense qu'il faut se faire mal dans des proportions qui ne correspondent pas aux joueurs. Tout simplement. Après, je ne nie sûrement pas le talent qu'il a, qui est extraordinaire. Vraiment. Mais je pense qu'il n'est pas fait pour le PSG. Quoi. Il est fait pour un club où il pourra être plus au cœur du jeu et plus centré autour de lui. Et qui ne sera pas le PSG. Voilà. Je lui souhaite le meilleur, mais pas chez nous, c'est tout. Ou alors s'il est chez nous, évidemment, je lui souhaiterais le meilleur, mais vous m'avez compris. Bref, on passe. À part si Fahed veut rajouter quelque chose. Non, j'ai une petite question à te poser. On fait pas de débat sur le meilleur entraîneur? Ah bah vas-y, si. Mais en fait, Non, ça... je rigole. Non mais en fait... Il n'y a pas de débat, en vrai. Bah alors, une personne tout à C'est l'heure juste me ça. disait sur le live, faut quand même signaler que c'est la première fois depuis 2018 que l'entraîneur du PSG a eu le trophée. Alors ça déjà c'est très vrai parce qu'il faut effectivement le souligner parce que c'est pas si courant. Le dernier qu'il avait eu c'était Unai Emery, donc avec une équipe, bah, ils avaient mis je sais pas combien de points, je crois qu'on avait mis 96 points ou un truc du genre. Tuchel ne l'a jamais eu, il me semble. Non, Tuchel ne l'a pas eu parce qu'en 2020, en 2018-2019, je crois que c'est. Je me demande s'il n'y a pas Galtier. Enfin, ça c'est mal. Il y a eu 2 fois, non, je me demande. Ouais, je crois qu'il y a eu ça, mais Tourelle ne l'a jamais eu, non. Après, Tourelle en championnat, ses équipes, elles ont pas été. C'était pas les meilleures équipes du. Tourelle, ses équipes en championnat, bon, c'était pas top top. Alors qu'en Ligue des Champions, ils faisaient souvent des trucs cool. En championnat, ça a rarement été le meilleur. En 2019, ouais, c'est ça, c'est Galtier. 2020, où l'équipe de Tourelle est intouchable, il n'y a pas les trophées parce qu'il y a le Covid. Et 2021, il est plus là et c'est Galette qui est encore élu meilleur coach. Donc voilà pourquoi Tourelle ne l'a jamais eu. Mathieu, tu es choqué de la victoire de Luis Enrique? Bah, j'aurais pas voté pour Gasset, ça c'est clair. Mais non, Luis Enrique, a priori, le mérite largement. Hein.
aucun problème là-dessus. Voilà. Non, puis plus sérieusement, je pense que l'ampleur de la domination du PSG était quand même inattendue en début de saison et il y a quand même beaucoup de doutes. Bon, on aura l'occasion, je pense, d'élaborer un peu plus là-dessus, hein, et de revenir sur le fil de la saison, mais la façon dont Luis Enrique a mené sa barque cette année et la façon dont il a fait progresser ses joueurs individuellement, son équipe collectivement, bah, c'est franchement remarquable et c'est un titre amplement mérité. Et là, pour une fois, t'as pas l'excuse de dire le PSG a Neymar et Mbappé, donc forcément l'entraîneur il est pour rien. Là, c'est vraiment son équipe et le titre en est d'autant plus mérité. Très bien, écoute, c'est bien écrit. Blaise ou Fayed, vous voulez ajouter quelque chose sur le sacre Oui, Ancelotti avait partagé le trophée avec Galtier. Non, je ne cherchais pas, la Ligue 1 aime Galtier. Donc, Blaise ou Fayed, un mot sur Luis Enrique ou Mathieu a tout dit et on passe à PSG Inter. Parce qu'il y a des mecs, ça fait 1h30 qu'ils attendent PSG Inter, on leur a parlé de Non, on Beraldo, passe de à la tout. finale. On peut Passons à passer à la la finale. finale. Non, juste un petit mot sur le titre de Luis Enrique. Il y a, je pense, de tous les entraîneurs de la RQSI, c'est celui qui a fait le plus gros travail d'entraîneur sur le banc du PSG. Et des matchs de championnat où on s'est dit après coup, ouais, bon, on l'a gagné, mais c'était nul. Il y en a vraiment pas beaucoup par rapport à certaines années. Je trouve que le niveau de jeu moyen du PSG en Ligue 1 cette saison a été très, très, très important. Donc, c'est vraiment, je pense que de tous ceux qui sont dans les trophées meilleur buteur, pas meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur espoir, tout ça, ou équipe type, c'est le trophée le moins contestable, c'est celui de Luis Enrique. Tant il a produit, enfin, tant il a amené son équipe à un niveau de performance extraordinaire, quoi. Donc vraiment très très fort. On nous dit 3 jeunes en équipe de France avec Luis Enrique, c'est pas mal aussi, c'est vrai. Non, non, il a respecté la Ligue 1 et la Ligue 1 a de l'admis. Voilà. Et l'an dernier, il avait été très digne quand il avait été battu par Aigran en disant non, mais il mérite, son équipe est excellente. Et d'ailleurs, ça s'est vu, le Brest et Derek Roy a quand même fait 16e au classement de la Ligue des Champions, c'est ça, sur la phase de poule. Donc très très sérieux, quoi. Ou 9e, je sais plus. Enfin bref, ils ont vraiment fait un super parcours et donc Roy avait mérité son trophée également. On dit Pochettino qui savait même pas quelle équipe il a affronté la veille. Non, ça c'était pas lui, ça c'était été quoique. Bref. Allez, on passe. Dernier thème du soir. On va vous parler de ce que vous attendez tous. Paris Saint-Germain, Inter de Milan. C'est le 31 mai prochain à l'Allianz Arena de Munich. Le pouls du tirage, c'est comme ça qu'on va en reparler dans les prochaines semaines. Ne vous inquiétez pas, on va pas vous laisser 3 semaines sans parler de PSG Inter. Qui veut commencer sur un peu comment il sent ce match? Donc l'Inter, pour ceux qui n'ont pas suivi, a dominé le FC Barcelone. La très bonne équipe du FC Barcelone, il paraît. 7 buts en 2 matchs, mais oui, très bonne équipe. 3-3 là-bas et 4-3 chez eux. L'Inter a perdu un seul match en Ligue des Champions cette saison contre le Bayer Leverkusen de Nordi Mukiele, qui avait été le seul buteur de cette rencontre, et est en finale pour la deuxième fois en 3 ans, puisqu'ils étaient en finale en 2023 contre Manchester City, tombé face à Rodri et sa frappe à l'entrée de la surface. On les a déjà joués l'Inter, on les a jamais joués en match officiel. On les a joués uniquement en match amical il y a 1 an et 10 mois pratiquement. Et je vais vous en reparler sur le site parce que globalement, l'équipe qu'on avait affrontée en ce mois de juillet 2023 dans la moiteur de l'Asie est pratiquement la même à 10 joueurs près vraiment que celle qu'on va croiser dans quelques semaines. C'était la même équipe et c'était la première fois pratiquement que le PSG de Luis Enrique cliquait un peu en termes de football. Mais j'en reparlerai prochainement. Blaise, le micro est ouvert. Quel est ton pouls de cette finale? Ouais, je voulais déjà réagir par rapport à ce que tu as dit pour Barcelone. C'était pas la meilleure équipe du match, c'est la meilleure équipe d'Europe. Je tenais à la Ah rectifier. oui, oui, non mais Et, ils sont incroyables. et- Ils ont toutes meilleures, ils sont toujours trop bons, mais à la fin ils gagnent pas. Bon bref. effectivement. Et plus sérieusement, pour revenir sur le pouls du tirage, ou en tout cas le pouls de la finale, puisque c'est ce qui nous animera peut-être jusqu'au 31 mai dernier. Bah, très clairement, je trouve que c'est peut-être l'opposition la plus difficile pour le Paris Saint-Germain, quoique certains puissent en dire. Je trouve que l'Inter, au-delà de la demi-finale, qui a été un match marquant par le scénario, marquant aussi par la qualité du jeu des deux équipes par moment, je trouve que ça a été un match qui a révélé en fait
une qualité chez un adversaire qu'on n'a sûrement jamais affronté cette saison, c'est qu'en fait, au-delà de parfois mieux défendre que les autres, en fait, ils sont capables d'attaquer et de marquer et surtout d'être très dangereux et surtout de marquer avec très peu, ce que peu d'équipes ont pu nous opposer cette saison. Donc, très clairement, ça va être rare de ma part. Je suis pas forcément très confiant, pas forcément avec les qualités des deux équipes, mais surtout par rapport aux caractéristiques de cette équipe qui joue dans un dispositif un peu différent. Et là aussi, comme l'adversaire qu'on a rencontré en demi-finale est assez robotisé ou mécanisé dans ses systèmes d'attaque et de relance, mais pour le coup, je trouve qu'il y a une qualité supérieure. Euh, pas forcément dans les noms des joueurs, mais par la complémentarité des hommes qui sont alignés. Et si je devais dire peut-être le mot de cette finale, ou en tout cas ce qu'on peut attendre de cette finale, c'est qu'on a sûrement les deux équipes les plus collectives, enfin deux parmi les équipes les plus collectives de cette saison de Ligue des Champions ou cette saison européenne. Donc, j'ai envie de dire que c'est bien parce que beaucoup de choses nous montrent à travers le lieu de la finale, à travers l'adversaire, que potentiellement on peut être pour la première fois champion d'Europe ou en tout cas vainqueur de la Ligue des Champions. Il ne faut jamais oublier la Coupe des Coupes, mais vraiment, pour le coup, malgré comment dirais-je, les qualités ou en tout cas les louanges dressées, voilà, c'est plus le mot que je cherchais, les louanges dressées par tout le monde, je suis pas persuadé qu'on soit face au meilleur adversaire pour nous. Très bien. Moi, je te rejoins. Faed, ton avis sur cette finale PSG Inter? Je rejoins totalement Blaise. Je pense que toutes les équipes de Ligue des Champions en lice, qui étaient en lice au début de saison, c'est l'équipe la plus chiante pour nous, par le bloc proposé, par le gardien qui est bon et par la manière d'attaquer avec les attaquants qu'ils ont. Je pense que Marcus Thuram, Lautaro Martinez, ils peuvent vraiment nous faire du mal cette saison, sur ce match-là. Après, sur le match contre Barcelone, je sais que c'est un contexte différent, mais ça m'a redonné un peu confiance, dans le sens où j'ai vu un milieu un peu couler en seconde mi-temps à Giuseppe Meazza face au pressing barcelonais. Je pense que sur ce point-là, on est meilleur que Barcelone et on pourra faire beaucoup plus mal. Après, je pense que ça va jouer beaucoup sur de la micro-tactique et sur des vraiment petits détails pour que ce soit pour défendre les longs ballons, défendre sur Marcus Thuram, les appels tranchants de Dumfries et Di Marco, que pour faire la différence face à... Je sais pas, en fait, je sais pas comment on va réussir. Actuellement, je sais pas comment on va réussir à faire la différence face à ce bloc-là, que ce soit par les centres en retrait ou une frappe de... Je sais pas. Offensivement, j'ai vraiment du mal à voir le match. Et surtout, j'ai confiance vraiment pour les mettre en danger par des transitions sur le pressing, mais sinon, c'est chaud. C'est chaud. Ce sera. Non, mais c'est une finale, c'est incertain et tout. Si ça peut vous rassurer, chez les bookmakers qui donc analysent quand même assez froidement et qui ont aucun intérêt à vous vendre de la flûte, le PSG est quand même assez largement favori. C'est un truc qui m'a surpris, c'est que là, je suis sur le premier que j'ai pris, le PSG, que sur 90 minutes est coté à 2,30 quand l'Inter est à 3,15 par exemple. Sans compter les prolongations, c'est 1,67 contre 2,15, donc ça veut dire quand même que ces gens-là qui analysent un peu la chose avec le plus de précision possible voient quand même le PSG favori, ce qui m'a un peu surpris. On lui dit, je pense, qu'ils prennent aussi en compte la condition physique. Ouais, après, on est à 2 semaines et demie du match, faut quand même garder un peu raison à ce niveau-là, quoi. On nous dit c'est pas pour nous d'être favoris en finale Ligue des Champions. Ouais, écoutez, on n'était pas favoris contre le Bayern, on a perdu, donc comme ça c'est vite vu. Blaise, tu rajoutais quelque chose ou on lance Mathieu qui est probablement celui de nous quatre et qui connaît le mieux l'Inter? Évidemment, Mathieu peut parler parce que c'est le connaisseur.
Bah Mathieu, je pense qu'il est moins négatif que vous sur l'Inter, sur le PSG face à l'Inter. Mathieu, si t'es là ou pas? Parce que visiblement, on a perdu Mathieu. Je suis là. Ah, c'est bon. Donc, Ben, en fait, c'est difficile par quel bout prendre l'analyse du match parce qu'on peut rentrer vraiment dans beaucoup de détails sur la façon de jouer de l'Inter, sur la façon dont le PSG pourrait attaquer ce bloc, la façon dont aussi, on pourrait aussi contrecarrer l'une de leurs grandes forces qui sont les contre-attaques ou les transitions ou les attaques rapides suite à des relances et des appuis remises de leurs attaquants. Mais pas pour, je pense, commencer par le principal, c'est une finale. Ça va être un match très tendu où les deux équipes auront peur. Des équipes seront à l'affût de la moindre erreur. Et comme la plupart des finales, enfin, on peut imaginer que cette finale tourne comme la plupart des précédentes. C'est-à-dire que voilà, bah ouais, pour le spectateur neutre, ça ça va risque être d'être chiant. Ça va être chiant à assez crever. chiant. Par contre, pour nous, on va se liquéfier, hein, je préfère vous prévenir. Là, on est tous tout excités, on a envie que le match ait lieu, etc. Mais le jour du match, ça sera interminable et on sera pas bien. Parce que là, on prendra vraiment conscience du fait que enfin, de l'enjeu et de ce qu'on peut éventuellement gagner à la fin des 90 ou des 120 minutes. Et les joueurs en premier lieu, les joueurs le sauront aussi. Et sur le terrain, ça risque d'être un jeu d'erreur ou avec une prise de risque vraiment minimale. Côté PSG, sans doute une possession peut-être défensive ou assez lente, peut-être des positions aussi plus figées sur le plan tactique. Et côté Inter, possiblement le ballon qui serait laissé au PSG et on va dire de la prudence dans la hauteur de bloc. Ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer. Après, tous les scénarios sont envisageables, évidemment. Et l'Inter est une équipe qui a beaucoup de variantes, donc il faut pouvoir se préparer à ces scénarios. Mais est-ce que si je dis que cet Inter est quand même pas l'Inter de octobre, novembre ou janvier, que c'est quand même une équipe qui tire un peu la langue, où il y a quand même peut-être de la place. Enfin, moi je vois que c'est par exemple l'Inter, pour tout vous dire, est arrivé en quart de finale. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ils avaient pris 2 buts en 10 matchs de Ligue des Champions. Donc déjà, tu prends 2 buts en 10 matchs, tu fais what? Après, bon, ils en ont pris un en 8 matchs de poule, hein, pour tout vous dire. Donc déjà, c'est un truc absolument hallucinant. Ensuite, ils en ont quand même pris un peu plus contre le Bayern, ils en ont pris 3 en 2 matchs. Donc bon, c'est quand même raisonnable, hein, vu que le Bayern a lâché tout ce qu'ils avaient dans le chargeur. Hein. Là, ils en ont pris 6 contre le Barça malgré tout. Alors attention, hein, le Barça est l'équipe la plus offensive et la plus spectaculaire d'Europe, donc c'est pas une honte de prendre 6 buts en 2 matchs contre le Barça. Mais le Barça a quand même montré qu'il y avait des failles dans cette équipe. Euh, Elle défend évidemment très bien parce que c'est une équipe qui est remarquablement organisée. Euh, mais c'est une finale et ils ont beaucoup d'expérience, mais c'est aussi des minutes que des joueurs quand même un peu âgés ont au compteur. Quoi. Et t'en as parlé, Faed, il y a des moments où ça tirait sérieusement la langue. Quoi. Alors peut-être que l'expérience sera avec eux, mais je pense que le dynamisme, la fougue de la jeunesse sera quand même côté parisien et ça peut compter malgré tout. Oui, Faed, Mathieu, pardon, je vois que vous voulez répondre. Peut-être Mathieu d'abord, si je veux. Non, non, vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Non, moi, c'était surtout peut-être une question tactique. Et peut-être on a le temps. J'aimerais bien savoir, vous partez plus avec un profil comme Doué ou Barcola, justement pour déséquilibrer le bloc interiste. Eh bien écoute, c'était un débat qu'un certain Victor L, analyste tactique que vous connaissez bien, nous a lancé cet après-midi avec Mathieu. Et il trouvait effectivement... On va faire des podcasts avec Victor sur l'Inter, parce qu'il les a beaucoup regardés et tout. Ouais. Et il trouvait que le profil de Barcola, quand t'es à 0-0, d'aller étendre les lignes de l'Inter par ses courses en profondeur était peut-être plus utile que celui de Doué. Et ce qu'il disait, c'est que surtout si t'es mené, que tu te retrouves à faire rentrer Barcola, il va plus te servir à rien parce que de la profondeur, t'en auras plus. Donc, Je peut-être pense que à ce truc. voilà, peut-être que Barcola sera finalement l'homme du côté droit. Alors après, le problème que t'as quand tu fais Surtout jouer. que, Vas-y, pardon, fini. ouais, surtout que avec le schéma de passe qu'on est en train de voir de plus en plus, où Nuno Mendes il touche Dembélé, je pense que l'Inter va essayer de, de régler cette problématique-là. Ça va être l'une de leurs plus grosses problématiques. Le fait d'avoir Barcola
tirante intérieure de la droite, ça peut faire beaucoup plus mal qu'un Doué, je pense, qui va chercher à peut-être ralentir le tempo une fois qu'il a le ballon, plutôt que Barcola qui va foncer. Barcola, c'est pas un joueur qui peut être égoïste, c'est un joueur qui peut être altruiste et rechercher directement une solution, la meilleure solution. Ça peut être une solution, surtout ouais, sur les débuts de match. Voilà. Mathieu, vas-y. Évidemment, ça dépend aussi du scénario. Tu peux te dire que, voilà, en fonction parce que si toi tu mènes, si tu arrives à mener assez tôt dans le match, c'est mieux d'avoir Barcola en cours de route que Doué. Donc ça dépend aussi de comment le match s'embarque. Après, il faut aussi voir quel couloir pour Barcola. Euh, Évidemment, Dumfries, c'est peut-être le meilleur joueur de l'Inter cette saison, l'un des joueurs les plus décisifs. Il a eu une croissance en termes de statistiques qui a été assez incroyable. Il a des stats proches de celles d'Hakimi cette saison. Et donc ça situe parce que celles d'Hakimi sont assez exceptionnelles. Et donc, comment tu gères Dumfries? Est-ce que tu le mets avec Farah, qui a montré qu'il pouvait faire un gros travail de compensation et d'aide vis-à-vis de Nuno? Ou bien tu fais ce que d'autres entraîneurs préconisent en général, c'est-à-dire pour éviter que le piston adverse ou le latéral adverse monte trop, tu vas lui faire planer une menace et donc tu fais planer cette menace via Barcola qui peut prendre la profondeur à tout moment et, et fait forcément reculer et défendre un peu plus bas l'équipe adverse. Ça peut être une idée. Si tu fais jouer Barcola à droite, c'est aussi intéressant pour un autre aspect, c'est que le vis-à-vis de Barcola, ce serait Di Marco. Di Marco, c'est un super footballeur, mais c'est vraiment un piètre athlète. C'est un joueur qui a vraiment beaucoup de mal en termes physiques, en termes de rythme. Cette saison encore plus. En général, c'est un joueur qui sort à la 60e. Face au Barça, il est même sorti encore plus tôt les deux matchs. Mais c'est quelque chose de très courant cette saison. C'est un joueur qui souffre ce type de rythme et le répondant physique qu'il peut y avoir en face. Donc, côté PSG, faut s'attendre à jouer à la fois Di Marco côté gauche et Carlos Augusto au moins une demi-heure. Ça, c'est quelque chose qui risque d'être à prendre en compte et d'advenir sur le match. Donc, l'un de l'autre, après, c'est les stratégies, les coups de poker que peuvent avoir les entraîneurs en fonction de comment ils imaginent le match. Donc, ça s'inscrit aussi au global dans la stratégie que pourra avoir Luis Enrique et comment il voudra diviser son match. Est-ce qu'il voudra partir sur un tempo le plus rapide possible ou bien est-ce qu'il s'attend à quelque chose de beaucoup plus fermé pour commencer le match? Ouais, il y a quand même beaucoup de choses qui vont être liées à la façon de Luis Enrique. Mais c'est marrant, tu vois, c'est que tous les deux, on est persuadés, enfin, je pense qu'on n'est pas que tous les deux, à être persuadés que ça va être chiant, défensif au possible. Je sais pas à quel point Luis Enrique va être en mesure de dire à son équipe, non, non, mais en fait, nous, on va jouer, quoi. Moi, je suis un peu en finale pour faire une finale à 2 à l'heure, toute pénible ou toute nulle, quoi. La seule finale qu'il a jusque-là, alors c'était que de la Coupe de France, mais on avait fait un match dans le contenu qui était mais fabuleux contre Lyon, par exemple. Donc, Ah, mais là, mentalement, psychologiquement, c'est plus c'est dur. plus dur, c'est Parce beaucoup que plus dur. là, tu arrives dans le couloir de l'Allianz Arena, tu passes devant la Ligue des Champions qui sera juste là. Tu as les hymnes, je sais pas, sur un concert ou je sais pas, un truc avant. Tu sens le poids de l'enjeu, hein. Donc, c'est forcément très différent. Et il y a beaucoup de gens qui prennent en exemple la finale précédente de l'Inter face à City. City qui était archi favori, hein, qui avait dominé la première ligue, qui était vraiment au pic du cycle Guardiola. Et vous vous souvenez de la finale, à quel point ça avait été laborieux et tendu, et l'Inter avait été complètement dans le match, hein. Ah bah Et, oui, oui. en fonction de la réussite des deux côtés, ça aurait très bien pu tourner pour côté Inter. Ils sont Donc, à un Caterpillar près dans les pieds de Lukaku de gagner. Hein, donc, non, mais les finales, c'est souvent comme ça. C'est rare que je suis d'accord, dans l'ensemble, c'est assez pénible. Le top du niveau en général est plutôt atteint en demi-finale. Mais le PSG a pas un entraîneur non plus totalement comme les autres. Donc, ouais. Honnêtement, j'ai l'impression que on peut dire absolument tout et son contraire de cette finale. De oui, tu peux par imaginer beaucoup de scénarios, ça c'est clair. Voilà. Il y a des moments où je me dis non mais l'Inter c'est le pire qu'on puisse avoir parce qu'en termes de bah ils savent défendre, ils savent jouer bas, ils savent faire le dos rond pendant super longtemps et puis pardon en même temps on leur a dit de faire le dos rond contre le Barça, ils ont pris 3 buts alors qu'ils menaient 2-0 par exemple. Ils se sont fait remonter je sais pas combien de fois en 2 matchs.
voilà, Quelque chose contre. qu'ils ont eu tout au long de la saison. Hein. Les Vas-y. statistiques qu'ils ont en Ligue des Champions, c'est très décorrélé de la réalité de la saison de l'Inter sur les compétitions nationales. C'est une équipe qui a eu beaucoup de mal à maintenir la concentration sur 90 minutes. Ils se sont fait remonter beaucoup de fois, y compris dans les arrêts de jeu. Ils ont perdu pas mal de points dans les arrêts de jeu ou proche de la fin des matchs. Saison en championnat. Pour donner, on en parlait un peu la dernière fois philo, quand c'était après le podcast. Mais ils ont joué 7 matchs face à la Juve et au Milan cette année, l'Inter. Ils n'en ont gagné aucun. Ouais, non, mais Ça fait que c'est quand même des choses qui sont à prendre en compte parce que vous voyez l'état de la Juve et du Milan cette année. C'est assez marquant, je trouve, comme c'est pas statistique. beau Et à dans le lot, voir, tu as hein. une défaite 3-0 face au Milan. Il y a la Juve qui remonte de 4-2 à 4-4 à San Siro. Enfin, tu as ce genre de choses. Donc, tout ça pour dire que l'Inter a été vraiment très irrégulier. Enfin, très irrégulier. Ils sont encore en course pour le doublé championnat à Ligue des Champions. Donc, voilà, c'est à relativiser, bien sûr. Mais compte tenu de l'écart qu'il y a sur le plan qualitatif entre cette équipe et le reste des équipes italiennes, c'est quand même déjà une surprise qu'il soit à la lutte avec le Napoli, qui est une équipe normale, qui n'a pas de très grands joueurs ou de joueurs qui sont en mesure de manier un championnat, une course pour le championnat jusqu'au bout, en théorie. C'est déjà une surprise qu'il soit à la lutte avec cette équipe-là. L'écart qualitatif, il est plus grand que un point entre le Napoli et l'Inter. Et surtout un Donc point en leur c'est défaveur. en défaveur en plus. Donc c'est assez marquant. Euh, Je pense qu'en termes positionnels, de défense placée, l'Inter, on a forcément l'imaginaire de l'Inter de Mourinho, etc. Mais c'est pas tout à fait ça. Hein. L'Inter de Inzaghi, c'est une équipe qui souffle sur les centres, qui peut avoir des soucis à ce niveau-là en fonction de qui va jouer défenseur central axe droit. Il y a possiblement un coup à jouer côté PSG parce que Bissek, c'est un joueur qui a des fautes de concentration, qui est fort physiquement, mais qui peut lâcher ses marquages, qui a été aussi pris face au Barça notamment. Pavard, on connaît, mais Pavard donne plus de garanties, mais ça fait quasiment plus la trêve qu'il n'a pas joué et qui revient toujours pas. Donc à voir. Parfois il y a ouais, c'est peut-être une équipe faux amis, l'Inter, qui a peut-être plus de qualité là où on l'imagine pas et qui en a peut-être un petit peu moins là où on l'imagine. Je le tournerai peut-être comme ça. Ouais, avec peut-être une équipe effectivement pas dans le pas totalement l'Inter qu'on imagine qu'on avait vu il y a quelques années, notamment contre City, même si c'est dans le fond c'est à peu près les mêmes joueurs. Pas une équipe. Enfin, un truc qui m'a choqué, c'est qu'en championnat, ils ont quand même pris, je crois, 36 buts ou 33 buts. C'est beaucoup hein, pour une équipe censée être Ouais, ils forte sont défensivement. un but encaissé par match plus ou moins. Ouais, c'est ça. Mais, je trouve que pour moi, la force de l'Inter, la grande force de l'Inter, depuis Conte, mais magnifiée par Inzaghi, on va dire, et c'était déjà le cas face à City, c'est le ressorti de balle. Mm. C'est une équipe très créative sur les ressorties de balle, qui a beaucoup de variantes. Vous aurez l'occasion, je pense, d'y revenir avec Victor en détail, mais ils font, quand ils abaissent Çalhanoğlu, par exemple, comme deuxième défenseur central avec les deux euh, centraux excentrés entre guillemets qui passent latéraux, Dumfries et Di Marco qui passent ailier. Les variations qu'ils peuvent avoir, Barella qui tombe en position de latéral avec là aussi pour libérer Dumfries plus haut. Tout ce qu'ils font pour nettoyer un peu comme fait le PSG de Nuno Mendes vers Dembélé, mais ils font pour nettoyer les lignes de passe de Bastoni vers les avançants, pardon, pour ensuite trouver un milieu de terrain face au jeu et ensuite trouver un troisième homme lancé. En tout cas, c'est très bien fait, très mécanisé, mais en même temps avec beaucoup de variantes pour à la fois à la fin le même but, mais de façon assez différente. Et je pense que c'est un beau défi pour le PSG qui se construit beaucoup sur la façon dont on presse, de, de savoir comment on va réussir à contrecarrer les ressorties de balles de l'Inter. Sachant évidemment que c'est aussi corrélé au niveau physique de l'équipe parce que qu'on avait vu face au Barça par exemple, c'est des temps faibles qui sont monstrueux de la part de l'Inter. C'est-à-dire que tu as 45 minutes où ils passent pas la ligne médiane et le Barça les étouffe et ils en sont à demander de l'air. Hein. Et est-ce que Paris sera en mesure d'imposer ces mêmes temps de jeu? Je pense à la première mi-temps à l'aller à Montjuic ou la seconde mi-temps à San Siro.
ça peut être l'enjeu. Est-ce que l'Inter aura le temps de se refaire aussi physiquement parce qu'ils arrivent aussi dans des conditions assez précaires. En tout cas, ils arrivaient dans des conditions assez précaires sur ces demi-finales. C'est aussi un autre enjeu. Donc voilà, c'est pas mal de choses, je trouve, avant la finale pour discuter, sachant que peut-être aucune d'entre elles ne sera vraiment pertinente parce que ça risque d'être une finale où les deux équipes vont se regarder et ça qui se jouerait sur un détail ou sur un épisode. Donc, C'est tout en est fait, ouvert. c'est ce que j'allais dire. Ça paraît être une finale très ouverte en fait. Où tu sais que ça peut basculer. En fait, les deux équipes sont tellement différentes, à part ce que tu disais sur la sortie de balle, tout ça, ou les capacités, tu vois, à trouver des passes, enfin, à créer un peu le trou dans le pressing adverse. Mais à part ça, oh là, je crois que vous ne m'entendez plus. Aïe aïe aïe. Alors là, pour ceux qui seront sur la version enregistrée, oui, je sais qu'il n'y a plus de son. Allô? Ah, aïe 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 aïe. Le stream a sauté. Bah attendez, je sais pas ce qui se passe. Bon, on va arrêter là. De retour, je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a totalement sauté. On me dit que... Bon, c'est un bonsoir, Philo. Voilà, pardon, bonsoir. Non, mais en fait, le pire, c'est que je reviens pour dire qu'on a un peu fait le tour jusque-là. Donc, non, je suis désolé que ça ait coupé. Et alors, ceux qui vont écouter en replay, je m'excuse encore plus. Mais en tout cas, normalement, vous aurez le son. Donc, ça sera un peu mieux pour vous. Sur ce, on a un peu fait le tour. On nous dit on veut une invitation de Tourelle pour compenser. Ah, non, je peux pas vous la faire là. Bonsoir. Mais vous savez, les têtes sont fatigués. Bon allez, sur ce, on va vous souhaiter une bonne soirée. On sera de retour. Je suis désolé pour la fin, un peu comme ça, mais je sais même plus de quoi on parlait tellement on a été coupé dans notre élan. Je suis Presnel Kimpembe un soir de février 2023 au Vélodrome. D'un coup, clac, arrêté en peu, fauché en plein vol malheureusement. Donc, oui, j'ai relancé surtout pour vous dire au revoir, effectivement, et pour vous expliquer que c'était pas vous le problème, c'était chez nous, je sais pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, on sera là lundi prochain. On va faire des podcasts normalement un peu différents et un peu exceptionnels sur PSG Inter, que ce soit normalement avec Victor, et je pense qu'on en fera un avec Cédric de Canal et Inter, voilà. On se retrouve au pire dans tous les cas lundi prochain pour le podcast habituel, toute la semaine sur le site, tout ça en écrit. Ce sera uploadé sur Spotify, vous inquiétez pas, on va tout réécouter. Hein. Vous aurez la version complète où je ne suis pas totalement coupé. Et on se retrouve sinon, eh bien écoutez, lundi prochain. On a le prono de Victor, je vais tout faire pour qu'il pronostique l'Inter, je peux vous dire que c'est ce qu'on peut espérer de mieux. Allez, sur ce, bonne nuit à tous, bonne soirée, encore merci pour votre fidélité, tous vos messages, tout ça, et à très vite. Pas de débrief d'Arsenal-Liverpool, non, c'est bon, ça va aller. Bonne nuit tout le monde, ciao ciao. Ciao, bonne nuit. Bonne nuit. Allez, bonne nuit, bisous, à très vite.